Salut à tous, bienvenue dans Hyperlink, votre cocktail de bulles et de pixels où on décortique l'actualité et l'écosystème de la pop culture. Alors pour ce numéro 94, nous allons parler du light novel manga de Nishio Ishin adapté par le studio Shaft, Monogatari. Et pour ce faire, deux experts en plateau. Cédéto, bonjour. Bonjour. Alors Cédéto, qui es-tu ? Je suis graphiste chez Soleil Manga, je suis aussi illustratrice et je participe à MangaCast avec mon joli voisin. Que je présente. Ça commence bien. Et tu étais déjà venu, non, il me semble. Oui, c'est ça, exactement, pour parler de Hosoda. Eh bien écoute, merci beaucoup. En face de toi, nous avons Amo. Bonjour. Pardon, excuse-moi. Je t'en prie. Alors, qui es-tu, Amo ? Alors, je suis le président de l'association Forum Tally, je suis blogueur sonné en vert, également podcasteur, donc dans LOL Japon, Batoru et Kaorin, entre autres. Très bien. Et pour vous accompagner, nos deux experts maison. Alors, je vais commencer par Petit Geek Boulou. Autoproclamé, ça commence à se... Le nom de Cédric. Salut Cédric, ça va ? Ça va bien et toi ? Très bien. T'es content d'être là pour parler de Monogatari, j'imagine. Toujours. Mais quel que soit le sujet, je suis content d'être là pour en parler. Très bien. Et notre rise à tous, Karel, qui m'a laissé présenter cette émission, car tu as beaucoup de choses à dire sur Monogatari. Exactement, Monogatari. merci. Je me frotte les mains. Et avant de parler de ça, vous allez nous faire des critiques, il me semble. Karel, tu vas nous parler d'un jeu Switch. Un petit jeu Switch qui s'affiche sur le bas de votre écran, c'est Katana Zero. D'accord. Et Cédric nous parlera de Dororo, c'est ça ? Tout à fait. Un animé sur Amazon. C'est très bien. Avant cela, c'est l'heure des news. Alors, je vais commencer avec du jeu vidéo, puisque cette semaine, on a eu quelques news, notamment Epic, qui rachète Psyonix, qui est donc le studio, le développeur de Rocket League. On a eu la nouvelle en début de mois, ça a pu un peu surprendre, mais en fait, ça fait sens. Rocket League, finalement, ça partage beaucoup de points communs dans son développement et dans la manière dont il est maintenu en vie avec Fortnite, le jeu d'Epic. Les deux studios se connaissent bien, ils ont collaboré par le passé sur la technologie Unreal, sur plusieurs titres. Et puis en plus, ils ont fait transpirer Sony l'an dernier sur les questions de crossplay, parce que Fortnite et Rocket League étaient quand même des jeux qui avaient les épaules pour faire changer d'avis Sony. En plus, Rocket League dispose d'une scène e-sport qui est très très importante, donc ils pourront bénéficier d'Epic pour continuer à la développer. Bref, rien de très surprenant, même si on ne connaît pas tout à fait les détails financiers de l'opération. En revanche, et ça c'est comme à chaque fois qu'Epic annonce quelque chose, eh bien, les feux de l'enfer d'Internet se sont déboulés et Epic a beau avoir assuré qu'ils allaient continuer de supporter la version Steam du jeu et continuer à vendre Rocket League sur Steam, celui-ci s'est fait review bombé sévère sur Steam. C'est un grand classique, après l'affaire Borderlands, je sais pas si vous vous souvenez, Borderlands 3 a été annoncé en exclusivité sur l'Epic Game Store et du coup les anciens Borderlands sont fait review bombé sur Steam, ce qui a amené Steam à mettre en place, Valve à mettre en place un système anti-review bombing qui marche plutôt bien. En fait, c'est une espèce de filtre donc qui empêche d'avoir les commentaires récents trop négatifs qui sont pas reliés avec la qualité du jeu notamment. C'est intéressant de voir que c'est Valve un peu le perdant dans l'histoire qui apaise un petit peu les tensions. Voilà, parce que vous Rocket League, c'est un jeu auquel vous jouez, vous avez peur du rachat ? Moi je trouve ça très rigolo parce que on n'arrête pas de dire à Epic mais non, arrêtez d'acheter des exclusivités temporaires, arrêtez de phagocyter les jeux, et finalement ils rachètent les studios. Je trouve ça fantastique. Non mais ça fait sens. Ils préparent l'après Fortnite en fait, oui, je pense. Ils ont raison, voilà. Dans le jeu vidéo, on a eu des résultats pour Activision Blizzard aussi, après avoir licencié 8% de ses salariés l'année dernière. Activision Blizzard a donné ses premiers résultats financiers pour le premier trimestre de l'année 2019. On y voit un chiffre d'affaires à 1,8 milliard de dollars, en baisse de 7% par rapport à l'année dernière, mais c'est une baisse qui est moins importante que prévu, donc ce sont des bons résultats, parce qu'entre-temps, ils ont quand même perdu Destiny, donc ça fait des chiffres en moins. Alors, cette bonne performance est à mettre au crédit de l'e-sport, avec notamment l'Overwatch League et la Call of Duty League, alors que Sekiro, lui, s'est vendu à 2 millions d'exemplaires en 10 jours. Yes, ça va. Qui est pas mal. Les autres grosses franchises continuent de bien marcher. Blizzard rapporte toujours de l'argent. Candy Crush, King rapporte toujours de l'argent également. Et Call of Duty, même si l'opus de l'an dernier a moins bien fonctionné, la franchise a dépassé les 300 millions d'exemplaires vendus, ce qui est quand même un chiffre tout à fait honorable. À venir pour Blizzard, pas trop de jeux vidéo, pas de Gamescom cette année, et ils nous ont plutôt dit qu'ils allaient focus sur le mobile, l'e-sport. Donc vous vous souvenez, Diablo Immortal l'année dernière, ça avait créé un petit peu des crispations. Et le PDG de Blizzard a dit que d'autres licences allaient être adaptées en mobile, donc attendez-vous à avoir un Warcraft je sais pas, free-to-play arriver sur mobile d'ici la fin de l'année. Est-ce que c'est pas reculer pour mieux sauter pour la BlizzCon justement et annoncer Diablo 4 en grande pompe peut-être? Probablement, j'espère pour eux, parce que sinon là chez Blizzard il y a que WoW Classic qui va sortir cet été, mais c'est pas vraiment un nouveau jeu.
Bon, pour les jeux vidéo, c'est un peu tout ce qu'on avait cette semaine et je pense que Cédric, tu vas nous parler de la Japan Expo, un nouvel arrivant. Pas de jeux vidéo, moi ça c'est sûr. Enfin en tout cas pas de Blizzard. Mais BD, manga, ciné, série de genre. Tout le genre, ça voilà, va. Le genre, ça va, voilà. Ça va quand même. Très bien. Oui, on parle de la Japan Expo qui continue à annoncer des invités. On a eu quand même pas mal de grosses annonces. Alors des gros mangaka, des gros animateurs, entre autres, créateur d'Albator, le créateur de Gundam. On va pas citer les noms, on va y aller très vite. Mais là, c'est par le biais des éditions Kiyun qu'on a appris que Tsuyoshi Takaki, l'auteur de Black Torch, de leur dernier succès depuis deux petites années maintenant, enfin 1 an et demi, va venir à Japan Expo. Donc Black Torch, c'est un manga du Jump Square, le magazine cousin du fameux Shonen Jump, où est publié donc Black Torch depuis 2016. On a 5 tomes sortis en France et c'est l'un des derniers petits cartons et ça raconte l'histoire entre autres d'un jeune adolescent qui va combattre les démons, mais la particularité c'est qu'il va s'associer avec un bakemono, donc un démon chat qui fusionne avec lui, donc il obtient des espèces de pouvoirs de démon chat et il va se battre avec son épée enflammée et voilà. C'est raccord, c'est bien. On avait très beau line-up alors du coup pour cette année, on n'arrête pas de le dire, mais le truc c'est que Japan Expo ça fait quelques années qu'ils ont, on va dire, un peu moins d'invités. À un moment il y avait quand même de gros invités prestigieux, là ils en ont un tout petit peu moins, en tout cas qui fait moins venir les foules. Et là pour les 20 ans, enfin le 20e Impact, donc leur 21e anniversaire, ils ont décidé d'amener vraiment, je pense, tout ce qu'ils pouvaient en termes d'invités. Ok. Ça serait bien quand même d'avoir aussi des invités qui soient un peu plus actuels. C'est vrai que j'aime beaucoup Tomino, j'aime beaucoup Matsumoto ou Nagai, mais c'est vrai que ça parle à un public, je veux dire de quarantenaire un petit peu. C'est le problème récurrent de Japan Expo, c'est que les invités touchent pas forcément le public qui vient, c'est-à-dire peut-être les 15-25 ans. Après justement, c'est les éditeurs comme par le biais de Kiyun qui invitent des auteurs actuels, voilà. Même si Black Torch s'est terminé la parution japonaise l'an dernier. Ouais. Mais peut-être qu'on va voir Philippe Lachaud. Tu vas nous parler justement, j'allais dire, attention, c'est ton film préféré enfin de la série. Oui, alors c'est une news que je n'ai pas choisie, je préfère le dire, on me l'a attribuée. Et comme d'habitude, je vais remplir ma mission avec cœur et joie parce que c'est ma passion, la science est ma passion. Vous trouverez la référence si vous avez lu la BD Léonard. Voilà. Non, City Hunter Private Eye, qui est un film d'animation sorti en février dernier au Japon, est sorti à peu près au même moment que justement le City Hunter, le parfum de Cupidon chez nous en France. Et donc beaucoup de fans français ont dit Lachaud, moi j'en ai rien à foutre, je veux le nouveau dessin animé. C'est chose faite, le dessin animé va sortir donc le 13 juin en France. Et la petite particularité, c'est que vient d'être annoncé que Philippe Lachaud himself ferait la voix d'un personnage secondaire. Alors quand même Vincent Ropion, le doubleur légendaire de Nicky Larson, Ryo Saeba, qui reprend son rôle, ainsi que, j'ai oublié le nom du doubleur, mais le doubleur de Mammouth aussi reprend sa voix. Et donc voilà, Philippe Lachaud va faire une petite voix en guest. Et le petit truc, c'est que moi, quand j'étais au Japon, je l'ai vu le film City Hunter, donc je pense savoir quel personnage il double, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'autres personnages qu'il peut doubler, sinon il n'y a qu'un vieillard et un homme de 25-30 ans, donc ça me semble assez évident lequel il va doubler. Il se trouve que je trouve que c'est un rôle assez cocasse au vu de ce qu'il a fait. Voilà, donc je n'en dis pas plus pour pas vous spoiler, mais ceux qui le verront peut-être verront un parallèle intéressant. On pourra en reparler quand le film sera sorti en juin. Très bien, voilà. Très bien. Ça vous donne envie? Vous l'avez vu peut-être déjà ou ça vous... Non, pas encore, mais pas forcément très intéressé par la franchise de City Hunter en règle générale. D'accord. Pareil, je crois qu'on est né un peu trop tard, peut-être. Curiosité. Très bien, mais puisque tu as la parole, parle-nous de Sony. Ah oui, Sony, effectivement, Sony, il y a tout un mercato en ce moment qui est en train de se faire chez Sony, plus spécifiquement autour de la franchise Spider-Man. Tout d'abord, une sortie, Amy Pascal qui raccroche les gants après 30 ans quand même à la coprésidence de Sony Pictures, 20 ans et 30 ans de bons et loyaux services au sein de la boîte. Rappel, c'est elle qui était en charge de la production, de la distribution de James Bond depuis Casino Royale et de l'ensemble des films Spider-Man. C'est notamment elle qui avait participé à défendre les intérêts de Sony au moment de la réintégration de Spider-Man dans le MCU. Elle a notamment chapeauté Spider-Man Homecoming, etc. Et bien voilà, elle raccroche les gants pour partir avec sa maison de production, Pascal Productions, chez Universal. Voilà, donc pour l'instant on n'a pas les détails de la transaction, on ne sait pas ce qu'elle va y faire, on ne sait pas si c'est un départ volontaire ou si elle a été un petit peu poussée vers la porte. Mais Spider-Man ne reste pas orphelin car justement un duo prend... Et quel duo va pas prendre sa relève parce qu'on reste dans le monde de la télévision, mais Phil Lord et Chris Miller qui étaient justement à la production de Spider-Verse arrivent chez Sony Pictures Télévision pour produire des drames et de la comédie. Alors d'après le Hollywood Reporter, on a une transaction, un contrat sur 5 ans avec une transaction à 9 chiffres, donc c'est plutôt pas mal.
A priori, on se dirigerait vers des produits dérivés des films Spider-Man. Alors ça détaille pas si ce sera du live ou de l'animé, étant donné qu'il y a Disney Plus qui arrive et qui vont faire plein de spin-off. Je pense que c'est plutôt dans l'intérêt de Sony de produire des dérivés animés autour de Spider-Verse, d'autant qu'ils ont tout le catalogue des personnages et une technologie à rentabiliser compte tenu de la pré-prod, toute la pré-prod du film. D'accord. Je sais pas ce que vous en pensez autour du plateau. C'est une bonne nouvelle, non? C'est une bonne nouvelle. Passer de tempête de boules géantes à carrément un poste aussi haut, c'est vrai que la montée de ces deux garnements est quand même assez joyeuse, parce que c'est des gens très talentueux. Alors ils sont pas CEO, ils sont juste producteurs. Oui, mais c'est déjà pas mal. Ça va, c'est-à-dire que quand tu commences effectivement avec la boîte géante et 21 Jump Street où ton but c'est de déconstruire tout, que Disney ils aient accepté en disant ok, ça va, c'est quand même assez foufou quoi. Sony pour le coup. Oui, mais pour Disney, dans le but de Disney Plus, tu disais. Non, pour faire face à Disney+. Ouais. Ah, pour faire face, toi, tu penses, d'accord. Ouais, pour faire face. Bah non, ouais, non, mais c'est vrai que je mélange des pinceaux comme Spider-Man, c'est Marvel c'est Disney, mais en tout cas, c'est une bonne affaire à suivre. En quelques mots, Karel, tu as des choses à dire sur Cannes? Sur Cannes, tout à fait. Alors, je vais zapper le jury, on n'a pas le temps. Mais effectivement, il y a deux films qui réintègrent la sélection, disons, sur la ligne d'arrivée. Voilà, avec c'est Tarantino. Once Upon a Time in Hollywood, qui est monté. Ça y est, il est prêt. Ils avaient peur qu'il ne soit pas prêt parce qu'il sort quand même fin juillet. Mais donc, il sera dans la compétition à Cannes. Il viendra donc avec Brad Pitt et toute la clique. Je vous refais pas le pitch, le film on en a suffisamment parlé. Et un autre film plus surprenant, Mektoub My Love, intermezzo de Abdelatif Kechiche, dont on apprend au passage qu'il va durer 4 heures. Voilà, donc ce sera donc la suite de Quantum. Tout à fait. Donc voilà, à retrouver à Cannes. On n'y sera pas, hein, je vous le dis tout de suite, on sera à Annecy, c'est déjà pas mal. C'est déjà très bien. Avant de conclure ce point de vue, j'aimerais bien, est-ce que vous l'avez vu, le trailer de Sonic? Sur Twitter, on avait la chance d'avoir quasiment tous les screenshots publiés dans différents tweets différents, donc j'ai pas vu le trailer lui-même, mais je pense que j'ai vu l'ensemble du trailer en tweets cumulés. Mais vous, qu'est-ce que vous en avez pensé, ceux qui ont pu je pense que c'est pas, c'est très bien de pas perdre du temps sur ça et de passer là-dessus. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont refaire le design quand même de Sonic. Ça, c'est un peu honteux. Ouais, mais c'est pas gagné que ce soit mieux après en fait. Et puis de toute façon, tout l'environnement du film a pas l'air voilà, vend pas du rêve. Non, bah déjà de base ça sent le mauvais film, ouais. Vraiment le mauvais film pour enfants comme on sait les faire. Mais moi ce qui me choque, ce que tu disais, c'est le trailer est sorti lundi ou dimanche. Jeudi ils disent ok, on a compris, vous aimez pas le design, on le change, désolé, vous êtes les meilleurs, les fans, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est courageux mais pas téméraire, mais vous aviez des bollocks, assumez-les jusqu'au bout. Vous avez déjà prévu le damage control dans le cahier de production, j'imagine. C'est honteux et ça montre un vrai problème à Hollywood, c'est que maintenant tu veux vraiment faire plaisir aux gens et t'en as rien à foutre. C'est-à-dire que artistiquement c'était pas beau, ça c'est clair et net. Moi j'aimais pas, ça me faisait vraiment peur, mais ça a été validé. C'est quand même été validé par des gars en prod, tout le monde l'a vu. Je pense qu'ils sont pas deux à l'avoir vu ce visuel-là. Ils ont tous dit ok, ça va, et parce que les gens râlent, ils ont pas les couilles d'assumer jusqu'au bout. On n'a pas vu le film, ça se trouve c'est très logique dans le film. Mais le film va être nul, je pense. Mais on verra. Ça m'énerve en fait ce truc dont on s'abaisse devant les gens. On verra les images et on va voir si ça valait le coup ou pas. Deux mots, Robotnik Origins, je veux voir ça. Très bien. Merci à tous pour ces news. Tout de suite, on s'écoute Jet Black de Anderson .Paak et on revient pour les critiques. De retour en plateau, donc après cette pause musicale qu'on a tous appréciée bien évidemment, puisque maintenant on a de l'eau en plus, donc c'est encore mieux. Nouvel album cette semaine, hein. Allez-y. D'accord, très bien. Écoutez, c'est l'heure des critiques. Cédric, tu vas nous parler de Dororo et Karel, tu vas nous parler de Katana Zero. Mais c'est de la merde. Alors je vais faire comme Karel. Est-ce que c'est de la merde, Dororo? C'est encore plus drôle de ce côté-là du plateau en fait. Tu l'imites très bien, bravo. Imitation de Karel sur 20, bravo. Alors qu'est-ce que ça raconte Dororo? Eh bien on est à l'époque Sengoku. Lors d'une sanglante guerre, un seigneur décide de pactiser avec 48 démons afin de remporter la victoire. Mais le prix à payer est sans appel. Son premier-né arrive au monde mutilé et plus proche d'une chose que d'un homme. Pour éviter d'affronter les conséquences de son pacte, l'enfant est alors abandonné dans la nature. 16 ans plus tard, un petit vagabond du nom de Dororo croise la route d'un bien étrange bretteur. En effet, au demeurant que ce dernier affronte un démon sans éprouver la moindre émotion sur son visage, il a la particularité d'avoir ses sabres cachés dans des prothèses qui lui servent de bras. Dororo comprend alors que l'homme a le corps entièrement rafistolé, mais que la mort du démon a permis de lui rendre un bout de son enveloppe charnelle, là en l'occurrence sa peau.
Baptisé Yakimaru par l'enfant, le duo décide alors de voyager à travers le Japon pour tuer les démons et rendre à l'écorché son humanité. C'est donc une série de Furuhashi Kazuhiro pour le studio MAPPA plus Tezuka Productions qui se sont associés pour l'occasion. Et comme c'est Tezuka Productions, vous vous en doutez, c'est l'adaptation d'un manga de Osamu Tezuka. Tezuka, donc le père du manga, et quand même, ses œuvres sont des classiques du 9e art. Pour autant, il a un style qui est un petit peu daté. Est-ce que ça peut rebuter pour un spectateur qui découvrirait aujourd'hui cette œuvre-là ? L'anime est-il dans la même veine ou est-ce qu'il y a quelque chose qui a été fait pour le rendre plus sexy ? Alors non, on n'est pas sur la même veine que le manga original ou la toute première série des années 60. Déjà, on a un art design qui est beaucoup plus moderne, comme vous pouvez le voir à l'écran, qui est fait originellement par Hiroyuki Asada, le mangaka de Letter B, qui est un manga que je recommande absolument. Plus de ça, l'adaptation est fidèle sur le fond mais pas sur la forme, c'est-à-dire que la structure scénaristique n'est pas exactement la même que dans le manga originel, elle est beaucoup plus moderne et c'est dû entre autres à la scénariste Kobayashi Yasuko qui est une scénariste de tokusatsu à l'origine et ça se sent dans la structure des épisodes qui a un peu le même concept, les personnages arrivent, un monstre, faut le battre, sans la version monstre géant. On enlève juste cette partie-là mais on est un peu dans cette structure de tokusatsu, c'est les Sentai, les Kamen Rider et tout et tout. Comme Precure aussi du coup. Ouais, aussi comme pas mal de Precure. Magical Girls dans ce genre-là, ouais. Tout à fait. En plus de ça, il y a des personnages qui sont plus travaillés qu'à l'époque. Il faut se rappeler que Dororo, c'est un manga des années 60, donc même si Tezuka était un conteur né, il travaillait pas autant ses personnages en termes de narration que ce qui se fait actuellement. Là, on est quand même un truc un peu plus bougé et un peu plus travaillé. Et il y a un casting vocal assez intéressant puisqu'on a pour la voix de Dororo Ryo Suzuki qui est une jeune actrice de 14 ans et la voix de Yakimaru c'est Hiroki Suzuki, un acteur là aussi de Kamen Rider, mais la particularité surtout c'est que c'est leur premier doublage à tous les deux, ce qui donne un truc très frais et très neuf qu'on n'entend pas et qui sort un peu des canons de ce que les seiyuu peuvent donner habituellement en général. Et enfin, dans les gros plus que cette série apporte par rapport à l'original, il y a une mise en scène qui est vraiment plus moderne. Alors attention, ne nous méprenons pas, quand je dis plus moderne, ça ne veut pas dire qu'elle est meilleure, je dis vraiment plus moderne. La mise en scène de Tezuka, elle est irréprochable, mais elle est de son époque, les années 60. Là, le réalisateur, Monsieur Furuhashi, il est parti vraiment sur quelque chose qui bouge un peu plus, qui répond plus au canon dont on attend habituellement d'une production comme ça. Donc c'est pas du tout la même œuvre, c'est différent. Est-ce que cette adaptation reste pertinente quand on voit aujourd'hui que tout se reboot, tout se refait? Est-ce que c'est pas un de plus? Alors on pourrait se dire ça, parce que c'est vrai que c'est la mode en ce moment de tout rebooter, mais je pense que c'est une série qui a vraiment des choses en plus. Déjà, les thématiques de l'œuvre originale, elles ont jamais été autant d'actualité. Dans les thématiques, on avait le transhumanisme, on a quand même un personnage qui est plus ou moins un cyborg. On a les désastres climatiques qui sont dus à ce que les démons apportent, et donc la place de l'homme sur Terre, parce que c'est peut-être la faute aussi des hommes si les démons sont là. Donc c'est quand même des thématiques qui n'ont jamais autant résonné avec ce qui se passe actuellement sur notre petite planète. En plus de ça, il y avait un message propre à Tezuka en général, anti-guerre, qui était assez fort. Mais là, on a des nouvelles questions qui sont plus pertinentes et plus modernes. Par exemple, on peut se poser la question, en quoi est-ce que le combat des héros est plus vertueux que celui des monstres? Alors il y a un épisode, l'épisode 7, qui en fait directement question, vu qu'il met en personnage principal un des monstres, justement, un des fameux démons. Et on voit que peut-être les cartes sont un peu trop... devrait être rebattu quoi. En plus de ça, la nouvelle structure de l'histoire, elle développe le discours initial de Tezuka sur l'être humain. Dans Dororo, il y avait ce concept pour Tezuka que Yakimaru est un être incomplet et que c'est son contact avec les autres personnes qui va le rendre de nouveau humain et donc complet. Et ici, le discours est réactualisé parce qu'il y a une nouvelle particularité, c'est que le discours vient non pas de Yakimaru qui ne parle pas dans cette adaptation-là, en tout cas pas du moins au début, mais donc de Dororo. Alors du coup, vous avez d'un côté la parole de Dororo et de l'autre le corps de Yakimaru qui se répondent ensemble pour parler de cette thématique et de cette problématique. Et ça rappelle très légèrement, je trouve, le manga Galaxy Express 999 où les personnages allaient de planète en planète et découvraient des expériences qui allaient les confronter à qu'est-ce que c'est qu'être un humain et qu'est-ce que c'est qu'avoir une âme. Et enfin, dans ce discours, on voit surtout que la vision de donc, Furuhashi Kazuhiko, le réalisateur, et Kobayashi Yasuko, la scénariste dont je parlais un peu plus tôt, c'est leur vision à eux et pas celle de Tezuka, et elle apporte un changement de taille. Et là, entre autres, c'est sur le fait que c'est la souffrance d'être vivant. En fait, quelque chose que n'abordait pas spécialement Tezuka. Là, Yakimaru va vraiment devoir comprendre que devenir humain, ça veut dire qu'il va devoir souffrir, et donc il va subir des étapes assez impressionnantes. Je pense notamment aux épisodes 4, 5 et 6 qui sont déjà assez connus des fans de la série.
Au final, oubliez donc les Rising Shield Hero ou les One Punch Man. Voilà, Dororo est selon moi l'animé de ce début 2019. Entre une mise en scène claire et fluide, une histoire intemporelle et des personnages attachants et intelligemment écrits, que demander de plus ? Eh bien peut-être une œuvre qui n'hésite pas à citer son matériau de base pour apporter de nouveaux propos et idées qui sont en accord avec notre époque, un discours engagé sans pour autant foncer tête baissée dans le premier piège venu, ou une BO entêtante et des génériques juste parfaits. Et bien ça tombe bien, parce que Dororo est une œuvre enragée qui apporte tout cela avec une animation des plus soignées. Que dire de plus à part merci Followashi Kazuhiko et une fois de plus merci Tezuka Sensei pour toute votre œuvre. Et merci à toi, on peut dire ça en plus. Qui l'a vu autour du plateau ? Pas encore. Pas encore, mais effectivement je valide pour les génériques auxquels j'ai déjà pu prêter une oreille. L'ending est fait par Amazarashi, qui est un très bon musicien, du coup je recommande totalement. Et Asian Kung Fu Generation pour le second opening, voilà. Donc ça fait un peu plaisir. C'est du gros matos. Les endings sont très bons aussi. Et Takeshi Koike à la réalisation de l'opening, visuellement assez incroyable. Oui. Moi je regrette de ne pas avoir eu le temps de le rattraper parce que je t'avais dit que je rattraperais pour cette émission, malheureusement j'ai pas réussi. Mais non, j'ai quand même pu commencer. Je suis pas encore aux épisodes 5 ou 6, mais non, c'est bluffant en termes de découpage, c'est d'une lisibilité. T'as dans l'épisode 1, t'as une baston sur un pont où il s'accroche à toutes les poulies, etc. Enfin, c'est de la danse, c'est magnifique, c'est absolument magnifique. Pourtant sur le chat, la débauche que l'on salue avec tous les autres qui nous ont dit bonjour sur le bonjour chat. Benjamin. Salut. Dis peut-être que ce qui pourrait être mieux serait de la meilleure animation. Ça s'est un peu effondré sur les derniers épisodes, effectivement. J'ai vu des extraits. Là, la production a l'air d'être un petit peu. Bon, ça peut arriver sur une série de 25-26 épisodes, il y aura toujours des moments sans. Oh, il y a même des séries de 12 épisodes qui n'ont pas d'animation du tout. D'autant que Damien nous dit la moitié, effectivement. Chacun des épisodes de Dororo est réalisé par la même personne qui avait réalisé le fameux épisode 4 de Gurren Lagann, celui avec son style qui était très très différent. Donc je pense que ça a dû se voir, mais comme j'ai pas encore vu la série, j'ai juste vu des screenshots ou des gifs ou qui montrent les Sakuga en question. Et c'est vrai qu'effectivement, c'est très radicalement différent de ce que pouvait proposer la série à ses démarrages. C'est pas impossible que les Blu-ray rattrapent ce genre de petites baisses de qualité. Oui, donc comme toujours. on peut peut-être espérer une sortie DVD Blu-ray chez nous. Comme avec une série dont on va parler. Très bien, merci beaucoup. Ça donne envie, effectivement, ça fait partie de ces animés. Moi qui suis ça de très loin, j'en ai entendu parler de par sa qualité. Donc effectivement, ça donne effectivement envie de s'y intéresser. Merci beaucoup. C'est sur Amazon Prime Video. Très bien. C'est le twist. C'est le twist final. Est-ce que tu l'as vu sur Amazon ? Est-ce que tu as vu les sous-titres français ? Oui, tout le monde me le demande. Arrêtez, ils sont très bien les sous-titres français. Oui, super. Sincèrement, ils sont vraiment très bien. Est-ce que c'est doublé avec un assistant vocal ? Non, pas du tout. Ok. Karel, garde la parole pour nous parler du jeu qui est devant toi, Katana Zero sur Switch. Tout à fait. Alors moi en ce moment, comme tu le sais, je joue à Sekiro, un jeu avec des ninjas qui tailladent des trucs, et donc pour me changer les idées, j'ai décidé de jouer à Katana Zero, un jeu où on joue à un ninja qui taillade des trucs. Donc c'est absolument génial. Katana Zero, bon, je vais pitcher rapidement, c'est un croisement entre un beat'em all 2D et Hotline Miami, c'est-à-dire on va incarner un samouraï qui, donc dans un monde néo-noir, cyberpunk, tueur à gages, et qui va donc nettoyer des tableaux en avançant dans les niveaux, etc. Il faut nettoyer le tableau et avancer, nettoyer le tableau, avancer. On meurt beaucoup. Comme dans Sekiro, ce qui est quand même, voilà, c'est plutôt sympathique. Mais ce qui distingue le jeu, c'est sa direction artistique rétro-futuriste, néon violacé, pas mal de violence. Bon, si vous suivez Devolver Digital, vous voyez à peu près de quoi je parle. Ça tombe bien parce que Devolver, d'ailleurs, c'est l'éditeur de ces titres. Premier partenariat avec le studio ASCII Soft, que j'ai la chance de suivre depuis un moment parce qu'ils avaient sorti Tower of Heaven en 2009 sur navigateur. Très bon jeu que je vous recommande. Et un autre jeu en revanche qui s'appelle Overpowered que j'ai pas eu l'occasion de tester mais qui est disponible sur PC et Mac. Donc voilà, c'est un jeu. On a l'impression que c'est un terrain connu, mais il y a un petit twist. C'est un die and retry indé avec une esthétique cyberpunk retro wave. Si je voulais être mauvaise langue, je dirais déjà vu, déjà fait, non ? Alors le truc c'est que Katana Zero n'est pas hyper original effectivement dans son pitch ni même dans sa direction artistique, mais se distingue par la qualité de son exécution. Tout d'abord c'est des mécaniques extrêmement plaisantes, c'est-à-dire qu'on marche, on peut courir, on saute, enfin classique jusque là, on chlasse, c'est hyper réactif. Avec la gâchette L, j'ai joué sur Switch, avec la gâchette L on peut ralentir le temps avec une jauge qui se vide et qui se remplit assez vite, donc on peut essayer de trouver la bonne frame pour frapper une balle et la renvoyer, parce que si on tranche une balle au bon moment on peut la renvoyer à son expéditeur. Et puis on peut également rouler avec le bouton R, ce qui permet de ramasser en même temps les objets qui sont dans le décor et de les lancer avec le bouton A juste derrière sur un adversaire. Donc du coup c'est extrêmement fluide, c'est extrêmement agréable à prendre en main. C'est en plus au final
très bien animé parce que le pixel art est extrêmement fin, extrêmement précis, très très fluide. On a limite l'impression d'être dans John Wick. Je sais que Cédric va va glousser, mais il y a un petit côté de John Wick pas désagréable. En plus, il y a tout un côté filtre VHS, musique synthwave, etc. qui accompagne l'expérience de jeu. Filtre synthwave et VHS qui accompagne aussi narrativement l'expérience, dans la mesure où à chaque début de tableau, on va avoir le ninja en question qui va se mettre un petit Walkman et planifier son action, et en fait toutes nos morts ça va être le ninja qui anticipe, qui dit ah non, si je fais ça je vais mourir, etc. Du coup il y a tout un rapport, disons le game over est digéré en termes narratifs, c'est plutôt intéressant. Et donc du coup de quoi satisfaire les amateurs de speedrun, sachant qu'à la fin de chaque tableau on se repasse tout le tableau d'une traite, on peut accélérer, etc. C'est plutôt pas mal. Cette anticipation de la mort fait aussi sens du point de vue de la narration. Je vais pas spoiler ce qui se passe dans le jeu, mais disons qu'on retrouvait déjà ça dans Tower of Heaven avec un dieu qui a une tour qu'on va escalader, qui va ajouter une nouvelle règle à chaque fois qu'on va avancer à chaque tableau. Là c'est un peu pareil, c'est-à-dire que au début on croit contrôler l'action et au fur et à mesure du jeu, la mécanique va un peu dérailler. Très bien, donc finalement on fait plein de bonnes promesses. Ça tient la route. Est-ce que tu me demandes si ça tient sur la durée? Oui, c'est ça. Ouais, non, ça tient la route. Oui, ça tient la route. Le cœur de l'expérience tient la route. Après, sur la durée, c'est un autre problème dans la mesure où le jeu est très court. Il dure 3-4 heures maximum. Disons que ce qui permet de tenir la route sur les 3-4 heures, c'est avant tout la narration, l'écriture. On a pas mal de textes avec des choix, etc., des embranchements. C'est pas Witcher. On va pas avoir 15 000 conséquences dans tous les sens, mais c'est juste au moment où tu fais le choix, t'as une petite frise qui se remplit, du coup t'es engagé dans l'action. Il faut que tu fasses attention à bien choisir, parce que si tu bourrines sur le bouton A, tu vas avoir une réponse beaucoup plus hostile, et donc t'es obligé d'écouter la personne en face de toi pour voir les différentes possibilités s'ouvrir, ce qui est plutôt intéressant en termes d'engagement dans l'action. Et le récit conserve, comme je disais, son lot de surprises. Le jeu se renouvelle pas beaucoup dans ses environnements. Je trouve il y a une scène en boîte de nuit vite fait, une scène en moto très sympa, mais le reste du temps on traverse des couloirs un peu délabrés, c'est un peu dommage. Le jeu, je l'ai dit, il est 3-4 heures, mais en plus, ce qui est léger, et en plus il y a beaucoup de teasing, c'est-à-dire qu'il pose plein d'éléments qui appelle une suite, en tout cas qui laisse clairement entendre qu'il y a une suite beaucoup plus ambitieuse, beaucoup plus folle, beaucoup plus développée. Et c'est à ce jeu-là que j'aurais aimé jouer, quoi, en fait. Donc on finit le jeu, on se dit l'expérience est très marquante, mais on m'a teasé une mécanique de jeu le temps d'un niveau, on me l'a retiré tout de suite et je pourrais pas y jouer avant le prochain jeu. D'accord. C'est dommage. Sachant qu'en plus le jeu coûte 15 €, donc bon. Pour 3-4 heures. Pour 3-4 heures. Donc c'est quand même un peu chéros. Mais au final, si je devais conclure, je dirais que c'est quand même un titre très accrocheur, qui propose un cœur de jeu très convaincant avec pas mal de possibilités, d'autant que on peut vraiment avoir une bonne rejouabilité si on est attaché au beau geste. Mais il annonce clairement une suite qu'on se contentera d'attendre à défaut de pouvoir y jouer. On sait pas plus sur la suite. Okay, non, on attendra les chiffres de vente pour ça. Vous avez joué autour du plateau à ce jeu ? Pour l'instant, j'ai surtout regardé des streamers y jouer, mais c'est la confirmation de la durée de vie par Karel. C'est assez intéressant pour moi, puisque justement, je suis dans une phase où je joue à beaucoup de jeux qui sont très très longs. Donc, c'est vrai que je me dis que finalement 3 ou 4 heures, pour moi, ça commence à devenir un atout. Donc c'est vrai que un tel gameplay aussi intense sur 3-4 heures, ça peut m'intéresser. Et effectivement, il y a juste une mécanique de gameplay, il faudrait que tu me confirmes. Est-ce que quand tu fais quelque chose au ralenti dans le jeu, est-ce que dans le replay, il te le montre en vitesse réelle ? Il te le montre en vitesse réelle. Ça, parce que ça, je trouve ça méga cool, mais tous les streamers zappent les replays. Moi, j'ai envie de voir si jamais ça pouvait. Non, il te le passe en vitesse réelle, justement. Ça doit être méga cool à regarder. Non, c'est super sympa. Franchement, c'est ultra satisfaisant. Tu finis un tableau, t'es là. J'ai bien joué. Donc, plutôt les yeux fermés en solde, pour l'instant, réservé aux fans du genre. À titre personnel, moi, c'est un jeu que je considère qu'il faut soutenir. Parce qu'il a une proposition narrative plutôt intéressante. C'est rapproché d'un Red Strings Club un peu. Ah, oui. Voilà, dans les thématiques et tout ça. Mais avec un côté beaucoup plus nerveux. Et moi, à titre personnel, je suis pas fan d'Hotline Miami. Celui-là, je l'ai fait les yeux fermés, quoi. D'accord. Très bien, merci beaucoup. Merci à vous deux pour vos critiques. On approche du débat. Mon Dieu. Et puis, pour se chauffer, on va écouter Staple Stable de Saito Shiwa, qui est un opening de Bakemonogatari. Le premier, tout à fait. Et on se retrouve pour notre grand débat juste après.
De retour en plateau pour enfin notre grand débat. Tu nous disais, Cédric, pendant la pause que tu voudrais Bakemonogatari adapté par Lachaud, c'est ça? Non, avec Karen, on se disait qu'est-ce que ça pourrait donner. On se posait la question à quel point. Une réponse. Voilà. Bon, pour l'instant, on va plutôt parler juste de Bakemonogatari. Je lui demanderai à Japan Expo quand même au cas. Fais pas ça. Si. Et c'est parti. $50 que j'ai raison. Je tiens le pari. On se sent visé, je monte à $100. Alors, Monogatari, qu'est-ce que c'est à la base? C'est un light novel? Oui, Cédric, d'où ça vient? Quand est-ce que ça a été créé? Oh là là, trop de questions. Alors, Bakemonogatari ou Monogatari Series pour l'ensemble de tous les livres, c'est donc une série de light novel, donc c'est un roman japonais qu'on pourrait assimiler au roman de gare chez nous, qui a débuté en 2006, le premier, donc qui a été écrit par Nishio Ishin, sous son vrai nom Nishio Ishin. Donc vous verrez, monsieur aime beaucoup faire des jeux de mots, on va en parler je pense pendant le débat. Et ce mec-là, en gros, il n'est pas très connu. Il est né en 81, il fait des études et il sort en 2002 un premier roman qui marche assez bien et il enchaîne les succès comme ça. En fait, il devient assez vite l'un des nouveaux grands auteurs japonais, alors qu'il a un style complètement indéfinissable qui se rapproche pas mal pour moi, du Thomas Pynchon, si on devait le comparer à un auteur américain. C'est-à-dire balancer beaucoup de références, essayer de perdre le spectateur et donc le lecteur dans des fois des trucs interminables. Il peut faire une digression de 10 pages sur un truc et revenir après dans l'intrigue, mélanger la temporalité. Et donc voilà, Bakemonogatari, ça devient son plus gros succès et c'est adapté assez vite. Comment c'est passé? Alors, c'est light novel, puis manga, les deux concomitants? D'abord light novel, ensuite à partir de 2009 on a l'adaptation animée et le manga est arrivé très tardivement. Il est arrivé genre en 2017. D'accord. Donc ils ont mis beaucoup de temps avant d'adapter Bakemonogatari en manga, dont le tome 1 arrive très très bientôt en France. La semaine prochaine. Mais voilà, nous on va fêter les 10 ans de l'adaptation animée qui a aidé Monogatari à la fois à être encore plus populaire au Japon mais aussi à faire connaître l'auteur en Occident, puisqu'avant Nishio Ishin, si vous étiez occidental, le seul moyen de le connaître c'est via un light novel adapté de l'univers de Death Note pour lequel il avait travaillé. Il a donc écrit quelque chose autour de l'univers de Death Note avec son style toujours très inimitable. Mais alors pour le grand public c'est quand même pas un auteur qui est très connu en Occident, pourtant c'est un phénomène incroyable, Karen. Ouais, alors c'est surtout le phénomène, on va dire qu'en termes de light novel c'est encore en cours de publication, on a 23 volumes, il y a un delta, on n'a pas les chiffres officiels mais le delta il est entre 4 millions de ventes, 5 millions de ventes tout cumulé, ce qui place dans à peu près le top 20 des meilleures séries de light novel, derrière Sword Art Online, Slayers, des choses comme ça. En titre de comparaison, effectivement le light novel le plus vendu c'est la série des Toharu Majutsu no Index qui a 22 millions. Donc, j'avais vu Gouin Saga moi. Gouin Saga, faut voir si on considère ça comme un light novel. Il y en a qui considèrent ça comme un roman ou d'autres comme un light novel. C'est un peu spécial. Donc si on reste dans le créneau light novel, c'est Index pour l'instant qui est en tête. En fait, ce qui est encore plus incroyable surtout, c'est que c'est pas un isekai. Pour moi, rien que ça déjà, c'est ouf. C'est un light novel pas isekai et ça cartonne quoi. Donc déjà. Attends, peut-être que la saison suivante, ça va être ça. C'est très moderne l'isekai également, donc ça aide aussi à la perception qu'on peut avoir du genre. Donc ça a été un light novel, puis un animé par le studio Shaft. Et ça tombe bien puisque Damien, notre cher Damien National, a fait un édito sur le studio Shaft. Donc je vous propose qu'on l'écoute et puis qu'on revienne en plateau pour en parler juste après. Si Shaft est désormais un studio d'animation connu et reconnu de la grande majorité des fans de Japanime, ça n'a pas toujours été le cas. Shaft, qui fête bientôt ses 40 ans, fut créé par Hiroshi Wakao, ancien du studio Mushi Productions, fondé par l'inénarrable Osamu Tezuka. Sous-traitant d'abord pour d'autres structures mieux installées, Shaft fait ses débuts timides sur des séries pour enfants, un marché en pleine expansion dans les années 90. La maison gagne doucement en popularité au début des années 2000 en s'associant à Gainax pour des coproductions comme Mao-Romatic. En 2004, Wakao raccroche les gants et laisse sa place de président à Mitsutoshi Kubota. Ce dernier amorce alors un virage radical en recrutant des réalisateurs au style atypique. C'est alors qu'un certain Akiyuki Shinbo intègre le studio. Remarqué sur Soul Taker chez Tatsunoko et sur la dérangeante série d'OAV Le Portrait de la Petite Cosette, le bonhomme a déjà de l'expérience. On le retrouvait déjà sous pseudonyme à la réalisation de plusieurs hentai dans lesquels il avait rodé son style. Cadrage étrange, analogies et métaphores visuelles et une pointe de sous-entendu salace. En 2004, Shaft lui confie la réalisation de Tsukuyomi Moonphase. Un titre moé et fanservice, bien moins fou que Soul Taker mais qui posera les bases du Shaft moderne. Pourtant, Shinbo n'est pas seul. Dans les faits, il n'est que le superviseur d'une ligne directrice très stylisée que l'équipe du studio s'est appropriée au fil du temps.
En atteste la série Pani Pony Dash, où il s'entoure de son futur protégé Shin Onuma et du très talentueux Tatsuya Oishi en charge des génériques. Les 3 compères deviennent alors les murs porteurs du studio. Ensemble, ils forment un triumvirat d'artistes-auteurs déjantés qui imprimeront la patte de Shaft dès 2007. Tout juste sorti de Negima, le studio tire alors son épingle du jeu. Shinbo gagne en popularité auprès des otaku avec Sayonara Setsubo Sensei, une série unique en son genre entre satire sociale et gags hyper référencés. De son côté, Onuma s'essaye au drame avec F, A Tale of Memories. Leur renom grandissant, le studio s'attelle en 2009 à un projet réputé inadaptable, Bakemonogatari, de Nishio Ishin. Copiloté par Akiyuki Shinbo et Tatsuya Oishi, le titre prend toute la mesure de son aspect fauché pour proposer une réalisation quasi statique donnant à l'ensemble un côté expérimental. Carton plein pour Shaft, Bakemonogatari devient rapidement la seconde série animée la plus vendue de l'histoire de l'archipel, juste derrière Evangelion. Et ce, sans compter les suites, car la saga est encore en cours à ce jour. Le 11e volet, Zoku Owari Monogatari, vient d'achever sa diffusion en salle l'hiver dernier. Dans la foulée, Shaft transforme l'essai avec une série originale, Mao Shoujo Madoka Magica, dont Shinbo délègue en partie la réalisation à Yukihiro Miyamoto. Non contente de redéfinir les codes du genre Magical Girl, cette série aura propulsé la carrière du scénariste Gen Urobuchi que tout le monde s'arrache aujourd'hui. Shaft réussit alors l'exploit de produire coup sur coup 2 succès historiques. Et pourtant, le studio est aujourd'hui en crise. Les animateurs et réalisateurs formés dans les locaux ont pris la tangente pour des maisons plus respectueuses de leurs employés. Le triumvirat originel s'est délité. Onuma s'est fait une place douillette chez Silverlink en réalisant Bakato Test et des rumeurs font redouter un départ d'Oishi chez David Productions. Même Tomoyuki Itamura, réalisateur prodige qui a hérité de la saga Monogatari, aurait décidé de claquer la porte. Secteur en déroute, animateur sous-payé, éreinté par des plannings inhumains, Shaft arriverait-il, comme son industrie, à la fin d'un cycle ? Chèche que nous verrons. Pardon, ma fourche languée. Très en forme Damien. Merci Damien et PJ pour la lecture de cet édito très intéressant. Donc finalement l'adaptation d'une œuvre, c'est l'édito qui est inadaptable. En fait, j'avoue que d'un point de vue entre guillemets occidental pour nous, étant donné que le light novel n'arrive que maintenant, je pense que la plupart des gens en France ont commencé Monogatari par l'animé, donc ça nous semble être une évidence en fait, c'est de ce format-là. Et c'est en découvrant, je pense, le light novel qu'on va pouvoir enfin comprendre tout l'enjeu et tout le travail que Shaft a fait sur la série, qui à la base est effectivement très comment on dit, verbeuse, très verbeuse, oui. Verbeuse. Et alors, Shaft, un choix évident ou dans l'industrie de la fin des années 90, de la fin des années 2000, c'est vrai que c'est un choix qui paraissait logique, puisqu'en 2007 il y avait donc Sayonara Zetsubo Sensei, qui était déjà une œuvre qui mettait énormément l'emphase sur des délires visuels, donc à la fois grâce à la supervision d'Akiyuki Shinbo, puis aussi de son réalisateur qui a été cité dans la chronique, Yoshihiro Minamoto, qui derrière ira faire en Madoka. C'est un studio effectivement qui a une patte bien particulière, et je pense qu'effectivement style de narration particulier dans le light novel, ça colle bien naturellement avec un style de narration particulière en animation, en l'occurrence le studio Shaft qui, comme j'ai dit à l'époque, était un peu unique dans son genre à l'époque. Le truc, c'est qu'il faut dynamiser du dialogue en fait, tout simplement. C'est-à-dire que ça reprend, il y a des épisodes de Bakemono, Nisemono, des autres séries, il se passe quasiment rien d'un épisode, il passe 20 minutes à parler, donc il faut te rendre ça un peu intéressant et tu peux pas juste faire un chant contre chant. Et c'est vrai que Shinbo et sa team, ils sont assez doués pour ça, et Sayonara Zetsubo Sensei, c'était que ça quasiment, quoi. Oui, c'était que du dialogue avec en plus des références à des faits divers de son temps, ce qui fait que c'est encore une œuvre qui aujourd'hui est très difficile d'accès, puisqu'il faut avoir des connaissances. Si vous n'avez pas de connaissances sur par exemple les infos people du Japon des années 2005, Sayonara Zetsubo Sensei, c'est un peu trop tard. Alors que Bakemono, en revanche, c'est complètement. On peut le regarder à n'importe quel. Ouais, c'est détaché de la culture, quoi. Vous souhaitez intervenir ? Non, c'était juste sur Sayonara, Monsieur Désespoir en français. Chez Pika, oui. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui l'ont apprécié, même si tu comprends pas 80% des références. Le 20% restant est tellement énorme que ça reste visuellement, je pense, encore un animé qui est une expérience intéressante. Puis c'est une série qui a des morales en fait, qui a des messages sur la société que même toi en tant qu'occidental tu comprends parfaitement, parce que ça parle de la communication de groupe ou des choses comme ça, et même avec l'enrobage fait divers, tu peux quand même comprendre la substance. Non, puis même, je veux dire, ce qui est assez
assez intéressant, c'est que effectivement, comme tu le dis, il faut dynamiser du dialogue et on se retrouve dans une gymnastique un peu façon Simpson, c'est-à-dire qu'on part, il y a un point de départ, il y a un point d'arrivée et une fois quand on est entre les deux, on sait plus d'où on vient, on sait pas où on va, mais on se laisse juste porter par le flow. Et c'est la grande réussite de l'animé, c'est de réussir vraiment à aborder un tas de thématiques qu'on abordera tout à l'heure, mais de brasser un flux d'informations absolument ahurissant, et notamment en casant des informations sous forme de carton. Quelque chose que Shinbo avait déjà essayé de faire dans Senora Zetsubo Sensei et qui va pousser encore plus loin dans Monogatari justement. Justement, on tourne un petit peu là autour de Monogatari. Qui voudrait nous pitcher? Moi j'avais dit que je pouvais le faire. Eh bien écoute. Alors, de quoi ça parle? Non, concrètement, on suit les mésaventures d'un jeune homme qui s'appelle Araragi, qui a la particularité, c'est que un été avant que la série commence, il a été mordu par un vampire et il a été sauvé par un homme un peu bizarre, une espèce d'exorciste chaman qui s'appelle Oshino Meme. Donc ce jeune Araragi, il a repris son existence de lycéen à peu près lambda, à part que maintenant il peut pas ressusciter, mais il a une régénération rapide, mais une guérison rapide. À part ça, il est redevenu humain, tout va bien. Et il tombe sur en fait plusieurs filles qui se trouvent ont des différents soucis liés à des esprits, des démons, des apparitions, des anomalies, des malédictions, bref. Et il va donc toujours essayer de faire en sorte de pouvoir les aider parce que malgré le fait qu'il soit un brin pervers et que donc il y a pas mal de scènes de fanservice, il a un très bon fond et surtout il sait ce que c'est que d'avoir été maudit par un truc surnaturel et il veut surtout pas que d'autres humains subissent ça. Donc voilà, ça c'est le pitch de base en restant vraiment dans la... va à peu près. J'applaudis parce que franchement là t'as tout synthétisé, c'est parfait. Sachant que du coup la construction de la série ça va être assez simple, ça va être découpé par arc narratif. Chaque personnage féminin aura son propre arc. On commence par exemple par Itagi Crab, qui est la traduction littéraire du nom de l'arc, puisqu'en fait elle a été maudite. En gros, Itagi, son problème c'est qu'elle pèse plus que 3 ou 4 kilos. Donc c'est lié à une malédiction liée à un crabe, etc. Donc il va essayer de comprendre d'où vient ce problème là, comment régler ce problème là, comment lui rendre son poids normal. Et à partir de là on va passer à un arc suivant sur un autre problème, sur une autre fille, etc. On parle des personnages là. Alors à titre personnel, donc j'ai regardé la première saison pour voir ce que c'était. Est-ce que les personnages sont pas un petit peu clichés dans l'écriture? On a quand même le personnage masculin un peu classique entouré de 4 personnages féminins, la meilleure amie amoureuse, la gamine, le garçon manqué et puis la tsundere. Est-ce que c'est pas un petit peu finalement pas par son écriture mais par autre chose que la série prend des risques? Alors, c'est la base quand même de Nishio Ishin, c'est que c'est un homme. On a par exemple un exemple assez concret, c'est un manga qui est Medaka Box, qui est son seul manga qu'il a scénarisé. Non, c'est pas le seul, mais sorti en France. C'est le seul sorti en France, effectivement. Déjà dans ce manga, il dynamite les codes du genre shonen en fait. C'est-à-dire, ce qui est intéressant, c'est que Nishio Ishin donc écrit Bakemono, qui est un truc quand même assez obscur. On peut pas, même pour un japonais, je pense, rentrer dedans, faut le vouloir, parce que ça essaye de déconstruire des tonnes de choses qu'il faut comprendre. Et le Jump, qui est donc le plus gros magazine de manga du Japon, lui dit vas-y, on veut bien que tu scénarises une série. Il fait ok, pas de souci. Et il décide de faire une série qui n'a ni queue ni tête, dans le sens que on passe des personnages. Il y a un personnage qui a 120 millions de pouvoirs, donc 120 trillions même. 120 trillions, c'est vrai. C'est littéralement que la série, c'est littéralement qu'elle est dans un manga et il y a par exemple un des chapitres qui se termine en mode l'adaptation animée se débarque dans 2 semaines. Je vais essayer de faire en sorte que le manga se termine avant l'adaptation animée, comme ça vous aurez bien l'air bête. Et c'est exactement le genre de délire dans lequel est Medaka Box, qui est à mon sens un de mes mangas du Shonen Jump favori, parce que justement il commence d'abord comme une sorte de skate dance-like, c'est-à-dire qu'on a un conseil des élèves qui essaie de résoudre les problèmes de tous les élèves du lycée, donc c'est un truc qui est assez classique, mais ça devient vite un shonen de baston, puis ensuite un shonen de baston très très abusé, puis ensuite ça va encore plus loin dans le côté méta, le côté référentiel, le côté l'histoire du Shonen Jump est invoquée à plusieurs reprises littéralement par les personnages. C'est une œuvre qui est très très riche et assez complète. Et donc au final, en 22 volumes, il avait réussi à peu près se moquer et à analyser tous les codes du shonen classique et tous les types de shonen. Et Bakemonogatari, c'est un peu ça, ça veut dire, comme on le dit, tu l'as dit, c'est des archétypes, mais pas que. En fait, ça va toujours au-delà des archétypes. T'as la tsundere, donc la fille un peu froide à l'extérieur, mais toute chaude et moe à l'intérieur. Pour ceux qui aiment. Elle pose simple. Je fais la graffeuse. Et la série va plus loin en fait. Mais justement, c'est des taux. Pour toi, c'est quel type
à quel genre ça appartient? Est-ce que c'est du fantastique? Est-ce que c'est de l'horreur? Est-ce que c'est de la romance? Est-ce que c'est tout à la fois? Tout à la fois, pour moi, c'est une bonne réponse. Je pense que Nissio Sin, c'est pas le genre de personne qui se met des limites sur les genres qu'il aborde. Et justement, il adore valser avec tous les genres. Et même dans ses dialogues, ça se sent. C'est-à-dire que dans un même échange, il va y avoir de la philosophie, des éléments de thriller pour l'intrigue, de la comédie, de l'humour absurde. Et c'est ce mélange justement hyper dense et qui fait le charme de la série pour moi. Nissio Sin, c'est un auteur qui est extrêmement expert sur ses dialogues. Même dans Medaka Box, vous allez voir des pavés entiers sur vos planches. Quand il a écrit Juni Taisen, qui est un manga animé de Battle Royale, pareil, la Battle Royale va avoir peu de combats, beaucoup de dialogues, et surtout, encore une fois, c'est une déconstruction de la Battle Royale, puisque c'est une Battle Royale dont tu sais exactement l'ordre des gens qui vont mourir, puisqu'ils sont liés au zodiaque chinois. Donc c'est assez intéressant également de voir comment il peut s'approprier différents codes, différents trucs vus et revus 1000 fois. La Battle Royale, on a vu ça 1000 fois dans l'animation japonaise, avant même l'arrivée des jeux vidéo. Donc c'est un auteur qui est extrêmement riche et extrêmement passionnant à suivre cet aspect-là. Je pense que ce qui fait le succès aussi de Monogatari, c'est que en fait, il y a des plus jeunes personnes qui vont le prendre un peu au premier degré, en mode waouh, c'est super intelligent et il y a de la baston et il y a des jolies filles, et que en fait tous les niveaux de lecture sont permis sur la série, et que plus ça va, plus tu te rends compte des analyses, des éléments méta et des choses comme ça qui sont très intéressantes sur la série. Justement, ce sera ce qu'on va aborder en deuxième partie de débat. Donc pour finir cette première, un petit mot sur la technique peut-être. Les fameux kanji qui apparaissent, les cartons, tout ça, c'est perturbant, non? Les cartons, il y a deux choses. Donc il y a aussi un petit gain de budget, parce que ce que tu mets en carton fixe, tu ne l'animes pas. Effectivement. Plus la série avance et plus je pense ils ont les moyens, plus on voit que chaque séquence animée peut être vraiment très riche, et que parfois des choses, il y a beaucoup de mouvements lents par exemple qui sont très bien animés, ou des choses comme ça après qui ont une importance pas énorme, mais qui font ce contraste entre les plans fixes et les plans animés, qui leur donnent plus de valeur justement. Il y a beaucoup de plans fixes, ça s'intéressait beaucoup aux personnages. Et en même temps il y a des textes donc sur ces plans. Alors selon les adaptations vidéo chez nous, elles sont pas toujours lisibles en temps réel, et il y en a qui sont vraiment faites trop rapidement pour être lues, mais qui complètent parfois justement la pensée du personnage pendant qu'il parle, parfois la dissonance entre les deux ou des choses comme ça. C'est un vrai élément narratif supplémentaire en fait. Cédric, toi sur ça, là, tu penses que c'est pas fait pour être lu? Tu penses que c'est juste Ouais, on avait eu ce débat un petit peu en off. C'est moi, je pense qu'il faut pas faire d'arrêt sur image pour lire, genre s'arrêter. Il faut pas en faire. Beaucoup de gens en fait des fois font des arrêts sur image pour essayer de lire le plus de cartons possible. Et au début, je faisais ça, et à un moment, je me suis dit. C'est relou, ça demande vraiment de se poser, et je me suis dit, est-ce que c'est pas voulu que ça soit exprès relou? C'est-à-dire qu'en fait le but c'est de capter un mot, capter juste un sens vaguement de ce que tu dois comprendre, et il y a un peu ce côté un peu troll de dire que si t'as essayé de tout capter, bah t'es content, t'as tout capté, mais du temps c'est des pavés qui veulent rien dire, et c'est des extraits du roman. Dans Bakemono, c'est des extraits du roman carrément. Donc, c'était un peu, pour moi il y avait quand même ce concept de un morceau du roman, ça va être de plus en plus vite, et hop, tu rentres dans l'animé. Il y avait un côté un peu genre tunnel à la Looney Tunes pour rentrer dans un nouvel épisode, donc je voyais pas l'intérêt de lire les pages du roman, quoi. Un dernier mot sur l'animation. Très rapidement sur le côté staff, alors on a parlé d'Akiyuki Shimbo, mais il est très superviseur. Comme d'habitude, c'est quelqu'un qui fait en sorte que la ligne artistique de Shaft soit tenue, mais c'est pas quelqu'un qui réalise lui-même individuellement tous les épisodes. En gros, pour Monogatari, on a deux personnes. On a Tatsuya Oishi qui a travaillé sur la première saison Bakemono, et ensuite est parti sur les films Kizumonogatari, qui ont une production très difficile où ils ont mis beaucoup de temps à sortir, et entre temps le relais avait été pris par Tomiyuki Itamura. En fait, c'est lui qui réalise les Monogatari depuis Nisemono, et qui a toutes les séries, c'est lui qui les fait depuis, et les deux ont un style qui sont assez proches au final, parce qu'ils sont dans le même moule Shaft, mais ils n'ont pas tous les deux la même vision de Monogatari. Nisemono, tu sens qu'il découvre un petit peu les codes, Itamura, il sent qu'il découvre un petit peu les codes de la franchise, et il commence à se les approprier uniquement à partir de quelques saisons plus tard, alors que Oishi, dès le début, il sait exactement comment il veut diriger Monogatari. Donc sur Kizumono et Bakemono, c'est vrai qu'il y a une réalisation qui est très très plein de personnalités en tout cas. D'accord, très bien. Karel, disons que ça épouse très bien pour Kizumono dans la mesure où il connaît la destination. Ça tombe bien, c'est une tragédie, c'est une préquelle, et ça marche très bien. Bon, on va développer ce qui se passe dans Kizumonogatari après, j'espère en tout cas, parce que c'est des films qui méritent qu'on s'attarde dessus. Si j'ai envie. Après, je suis pas forcément d'accord sur cette question-là, mais tu peux pas le dire, t'as pas tout vu. T'as pas vu le deuxième. Pas dans l'ordre. J'ai vu le 1 et le 3, c'est un truc incroyable. Et moi j'ai rien vu, donc on va pas trop en parler parce que j'ai pas envie d'être spoilé. Mais c'est effectivement dans tout ce qui a été dit, c'est l'économie de moyens
du coup met en valeur les moments animés et le moindre mouvement. C'est l'exact opposé de ce qu'on avait dit dans notre émission sur Kyoto Animation. C'est-à-dire que Kyoto Animation, c'est une animation ultra généreuse. Il n'y a pas un plan statique, à chaque fois il y a une petite mèche qui bouge. Enfin, il n'y a pas un élément du décor qui ne bouge pas. Et là pour le coup Shaft c'est l'inverse. Et du coup c'est par l'absence de mouvement que notre œil va être dirigé sur quelque chose qui a un sens et qui va guider du coup notre ressenti sur la scène, ressenti qu'il faut pas chercher à maîtriser, justement comme tu le disais, pas faire pause. Ce qui est drôle, c'est que tu compares, ils sont différents mais pour le même but, c'est-à-dire animer rien, parce que globalement dans les deux maisons, leurs animés ne racontent pas grand-chose. Si tu devais t'intéresser au fait, ils n'ont pas de l'action dans le sens pur du terme. Dans le sens beaucoup de dialogue du coup. Mais dans le sens pas grand-chose, dans le sens encore une fois on parlait de Keon pour Kyoto Ani, ça reste quand même pendant 26 épisodes des nanas qui vont boire du thé. Alors bien sûr que c'est ce qui est intéressant et qui font pleurer à la fin. Non mais c'est intéressant. Moi j'adore Keon, mais il faut être honnête, tu peux pas vendre Keon à n'importe qui, tu peux pas vendre Bakemono à n'importe qui, c'est des séries du vide. Mais le vide c'est très bien, moi j'adore le vide et le chaos. Pour le coup, tu posais la question artistiquement, il y a aussi toutes les variations artistiques, les usages de photos, les usages les empreintes de style graphique à des vieux mangas ou des choses comme ça. Ou même à de l'iconographie par exemple, à des panneaux routiers ou des choses comme ça. Des choses des très images graphiques. réelles, des photos. Des décors en 3D dégueulasses. Tous ces ensembles de choses qui font justement le contraste graphique et qui nourrissent l'œil pendant qu'on lit des dialogues en fait ou qu'on les écoute quand on est japonais. Dernier point. Le mot de la fin. Le mot de la fin très vite, parce que tu mentionnes les décors en CGI, c'est très important, les décors en 3D, parce que justement ça guide l'œil aussi pour se focaliser sur les personnages qui sont déconnectés de leur environnement, déconnectés du monde qui les entoure et qui peut-être n'ont pas prise dessus. Et là on lance les thématiques. Quelle transition. Voilà. On parle après la pause. On va boire un petit peu et respirer avant de parler de tout ça. Donc on va s'écouter, je vais sûrement mal le dire, c'est pas moi qui fais les pauses musicales. Kana Anazawa, Renai Circulation, qui est aussi, mais je sais pas lequel, le 4e. Vous êtes très fort. Tout de suite. De retour en plateau pour continuer à parler de notre chère série. Et je tiens à saluer un peu tout le monde sur le chat, notamment notre auditeur qui nous vient d'Argentine. Catan Radio, bonjour. Bienvenue à lui. Écoutez, merci à tous. Je vois qu'il y a eu beaucoup de réactions suite à la pause musicale. Plein de mèmes, trop de mèmes. Trop de mèmes, trop de love. Non, mais il y a Denine, il y a Prof Isekai, il y a Nemia, il y a Toz, il y a pas. On salue tout le monde. Salut à tous et merci à vous pour vos interactions avec nous. Alors, on va plutôt parler maintenant de quoi ça parle. Monogatari, après avoir fait un peu le tour de ce que c'était et du pitch qui était brillamment fait. Oh, c'est gentil. Karel. Oui, alors en thématique de fond, Bakemonogatari, déjà il faut s'intéresser au titre. Le titre, c'est un mot valise de Bakemono, monstre, Monogatari, histoire. Donc histoire de monstres, des monstres donc qui sont des demoiselles qui ne comprennent plus leur corps, qui ne comprennent plus leur esprit, qui sont en fait en pleine adolescence, qui voient leur corps se métamorphoser. La métamorphose, c'est rigolo, c'est un autre mot valise qui nous vient d'un poète latin, Ovide, pour le coup, qui s'est dit le grec c'est rigolo, donc je vais prendre métamorphose et je vais créer le mot métamorphose, la transformation. Là auparavant on parlait uniquement de transformation et Bakemonogatari, c'est à mon sens, en tout cas, on pourra en discuter, une métaphore tout simplement par disons ça prend tout un terreau folklorique, cosmogonique, avec les esprits, les démons, etc. Et ça les incarne et ça en fait les métaphores d'enjeux sociétaux, d'enjeux existentiels qui traversent la société japonaise et qui justement du coup doivent être surmontés par l'interaction avec autrui. Et d'enjeux d'adolescence. Comme tu l'as redit tout à l'heure, mais effectivement, ça rentre dans tout ça. Avec l'Eros et le Thanatos et tout ça. Beaucoup d'Eros. D'accord, très bien, merci. Est-ce que vous voyez d'autres choses sur les thèmes abordés, la manière dont on peut les analyser peut-être dans la série? Cédric, je te vois en train de plonger. Non, je me disais heureusement qu'il est présentateur la plupart du temps, parce que sinon il nous foutrait toute une amende en chroniqueur, quoi. Il est beaucoup trop intelligent pour le reste de la communauté. C'est pas possible, ce Karel. Voyons, monsieur Karel, calmez-vous. Non, on va dire des trucs plus concrets, c'est bien parce qu'il y a du nichon, quoi, tout simplement. Voilà. Qu'est-ce qui vient de se passer? Où est Petit Geek Bougon? Où est-il? Non, alors c'est pas bien parce qu'il y a trop de nichons. Non, concrètement, c'est très bien de dire tout ça, mais il faut aussi rappeler que si ça a marché au Japon, c'est parce qu'il y a beaucoup de fanservice et que même si c'est fait exprès que ça soit autant poussé à un niveau not safe for work qui atteint des fois très vite
la limite. Je pense que vraiment au Japon, je suis quasi sûr que le public, la moitié capte pas du tout ce que les gars essayent de faire, quoi. Je serais pas aussi cynique. Ce qui est intéressant justement, ce qu'on avait évoqué déjà en première partie, c'est le fait que Monogatari peut regrouper beaucoup de publics différents. C'est-à-dire qu'à la fois ceux qui cherchent des dialogues bien ciselés, ceux qui cherchent justement, comme tu dis, un côté fanservice. C'est vrai que le côté voir l'adolescence est traité aussi avec un angle sexualisé. C'est pas forcément quelque chose, quand c'est bien fait, ça c'est rare finalement au Japon, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de fanservice justement, mais dans Monogatari, la sexualité, il y a quand même un propos derrière sur la découverte par ces adolescents, de leur propre corps, de leurs propres envies, parfois liés parfois à des abus sur cet aspect-là. Par exemple, on parle du personnage d'Anekawa, où son passif vis-à-vis de la sexualité a pas l'air extrêmement joyeux sur ce côté-là, donc elle se crée par exemple une persona parallèle pour compenser un petit peu ce côté-là. Donc il y a cet aspect-là qui est intéressant, puis effectivement il y a un troisième public qui peut le chercher, ceux qui cherchent justement à analyser profondément Monogatari, et c'est une œuvre qui récompense vraiment ceux qui veulent vraiment creuser tous les messages que la série veut proposer, puisqu'il est assez cohérent sur tous les messages qu'il veut donner, et surtout il développe constamment. Alors c'est intéressant parce que Monogatari, c'est une œuvre qui se termine quasiment tout le temps, c'est-à-dire qu'il termine un arc et puis après il fait finalement je vais faire 4 ou 5 romans supplémentaires, je vais faire une nouvelle saison, même la finale saison, c'est pas la saison finale, il y en a encore 2 autres derrière, donc c'est une série comme ça qui arrive à rester sur le long terme et à vraiment faire en sorte que ceux qui viennent reste, c'est assez intéressant. Mais j'ai pas dit le contraire, hein. Attention, moi parce que là je vois Professeur Gay, il dit volontairement fanserve. Déjà j'aimerais bien qu'il me cite un animé qui est pas volontairement fanserve. Quand tu fais du fanservice, c'est qu'il y a une raison derrière. C'est pas que tu glisses sur une savonnette et j'ai fait du fanservice. J'ai jamais vu un seul truc fanservice, mais genre par hasard le mec n'avait pas capté qu'il en faisait. Le fanservice c'est calculé, c'est marketé, donc moi on peut pas m'avoir sur ce truc là. En tout cas jamais on me vendra un truc pas fanservice. Bref, le fanservice volontaire, donc oui, il y a un propos qui se déploie derrière, mais je dis juste que tout simplement quand tu vois le merchandising, le marketing, tout ce qui est fait autour de cette série, c'est surtout mis en avant c'est les filles qui sont mis en avant, même sur nos très belles jaquettes, machin. C'est quand même Araragi le héros, c'est lui que tu vois 80% de l'animé, c'est les filles que tu mets en avant, donc il y a quand même vraiment une réflexion à se poser sur la sexualité. Mais tu as raison, en revanche, la sexualité est vraiment approfondie par rapport à beaucoup d'animés ou de mangas. C'est juste que le raccourci fanservice égale traitement de la sexualité, c'est pas forcément la même chose. Ah non, bien sûr, mais il faut quand même prévenir les gens qu'il y a le truc, il y a quand même des trucs des fois très ne matez pas ça dans les transports. Surtout Nisei Monogatari qui là pour le coup monte vraiment en grade niveau sexualité et scène parfois très tendancieuse, effectivement la fameuse scène de la brosse à dents, pour ceux qui ça pourra évoquer quelque chose aux fans d'animation. Après justement ça a tendance à s'atténuer après Nisei Monogatari. Nisei Monogatari c'est une sorte d'apogée de l'aspect sexualisé visuellement, mais après justement ça retrouve un petit peu, ça rate dans son grade, on va dire. En fait Nisei Mono c'est peut-être l'arc le plus, la saison la plus dure à avaler si jamais vous avez envie de vous lancer et que techniquement je pense que vous pouvez passer un peu vite dessus, voire même tenter d'y revenir plus tard si vous voulez. L'avantage c'est que c'est quand même des arcs et évidemment on donne plein de clés de compréhension, mais dans tous les cas c'est un puzzle détaché, donc ça peut se tenter si vous accrochez pas de continuer sur les suivantes. D'où le parallèle avec Covid justement, parce que la structure de son œuvre se veut être un inventaire gigantesque dans lequel on peut piocher ce qu'on veut, et ce qui crée du sens c'est le dénominateur commun, à savoir la métamorphose justement. Donc après l'idée qu'on puisse lire Monogatari dans à peu près n'importe quel ordre, je dis bien à peu près parce qu'il y a des continuités quand même, mais façon Kingdom Hearts il joue avec sa timeline, il fait des préquels, il fait des spin-offs, il s'amuse. Je me souviens quand tu avais découvert le sujet, tu t'es dit mais voilà, où est-ce que je commence, où est-ce que je suis déjà, je me suis dit, pour commencer, mais après j'ai retenu petit effectivement. Si on revient un peu sur le monstre parce que c'est un peu quand même l'histoire de monstre comme tu as dit, avec le mot valise qui a été créé. Le monstre, est-ce que c'est une représentation classique du monstre, c'est-à-dire comme on a pu l'avoir dans la littérature au 19e siècle sur le vampire? Est-ce que c'est finalement la représentation mettre un monstre, c'est plutôt fuir ses problèmes parce qu'on peut le nommer comme étant le monstre. Est-ce qu'il y a quelque chose d'original dans cette œuvre? Est-ce que c'est justement une analyse où chacun l'analyse comme il le souhaite, ou est-ce qu'il y a quelque chose d'un peu plus clair et précis selon vous à dire de... Moi déjà tu as dit un truc pour moi qui est assez qui résume assez bien, si on le souhaite. C'est-à-dire que un des gros trucs que Bakemonogatari amène tout de suite, c'est que la plupart des films, et même quasiment toutes, si elles sont maudites, c'est parce qu'elles l'ont plus ou moins accepté, parce qu'elles ont voulu fuir quelque chose de leurs conditions d'avant en fait. À la différence du héros qui lui justement n'est pas complètement un monstre, parce qu'il accepte complètement ce qu'il est et que justement il vit en harmonie complètement avec cette chose-là. Et il en joue. Et il en joue complètement, c'est vrai. Mais ce qui est intéressant, c'est que là où... Parce que concrètement, on va parler de yokai, parce que souvent, c'est mine de rien, le mot est jamais dit, mais c'est des yokai japonais. À chaque fois, c'est une légende qui viendrait de telle région du Japon et tout et tout.
dans un animé, dans un truc où un yokai serait mis classiquement, c'est ou un personnage gentil ou un personnage méchant. Et dans les deux cas, ça t'indique tout de suite comment aborder ce personnage, c'est-à-dire ou bien c'est un allié, ou bien il faut le détruire. Là, la plupart du temps, c'est des personnages assez neutres. C'est-à-dire que le crabe dont il parle au début, dans le premier arc, Itachi Crab, il est ni méchant ni gentil. À un moment, le personnage de l'exorciste, donc Meme Oshino, dit je suis même pas sûr qu'il ait conscience qu'on soit là. Pour lui, il voit vaguement des humains et il comprend même pas ce qu'il fait. Enfin, lui, il fait sa vie et il n'y a pas de méchanceté à avoir. Donc, est-ce qu'il y a besoin de le tuer ? Non. S'il y a besoin de régler le conflit, oui, c'est pas la même chose. Donc, c'est une question aussi de communication. La série repose beaucoup sur le fait de communiquer avec les autres. Si je suis un petit peu le fil, est-ce que ça parle à des Japonais ? Ou pas forcément. Non, on retrouve pas on retrouve pas les yokai forcément qu'on connaît, c'est vraiment la façon d'approcher le monstre, effectivement le côté local, la non-existence enfin c'est pas manichéen, ça peut finir par en fait c'est une partie de moi-même, je la réabsorbe, des choses comme ça. Donc ça a effectivement des spécificités japonaises, mais pour nous qui ne les connaissons pas forcément, si on connaît mal les yokai, ça nous semblera pas, ça créera pas un blocage. De toute façon, tout est une métaphore effectivement de l'adolescence, de l'acceptation de certaines parties de soi ou du rejet de son passé. Donc au final, c'est jamais un problème. Il n'y a pas de barrière culturelle sur cette partie-là. Pas sur donc le monstre et sur le thème évoqué. Est-ce que les traumas dont parle la série sont des choses qui parlent plus à peut-être un public japonais ou européen ? Parce que je vois Prophecy sur le chat qui nous dit que les Japonais doivent se sentir mal quand ils voient Monogatari en tant que miroir en fait. Disons que Monogatari, ce qui est intéressant, c'est tout tourne un peu autour de Araragi, cette espèce de... Parle-nous un petit peu de ce personnage. Disons que c'est un peu l'équivalent de... Pour moi, c'est un peu la conscience du lecteur masculin, c'est le regard du lecteur voyeur, déjà, très clairement. Il y a toujours des plans sur les yeux qui regardent, qui essayent de soulever une jupe, la main un peu baladeuse aussi. Littéralement, le premier plan de la série, c'est un panty shot en ralenti. Voilà. Et c'est une scène qui a une importance scénaristique et c'est intéressant de voir comment il peut utiliser une scène de fanservice banal pour l'intégrer dans son récit. Et ce qui est intéressant, c'est que Araragi, c'est un demi-vampire. Je vais pas spoiler Kizumonogatari, mais en gros, il a été mordu par le dernier grand vampire de l'histoire. Un vampire ça va mal se terminer, tout simplement. Un vampire qui va devenir l'ombre de ce qu'il était et l'ombre d'Araragi aussi. Et Araragi devient lui-même une espèce de résidu d'une figure mythologique. Et le vampire, c'est quoi ? C'est le symbole du désir, de la pulsion, de justement tout ce romantisme noir, qu'on retrouvait dans le romantisme noir d'Emily Brontë, Léo de Hurlevent au XIXe siècle. Et typiquement, Araragi donne à voir cette espèce de romantisme avec des corps violentés, des passions déchaînées et en même temps avec l'incapacité absolue de générer du romanesque autour de ça, ou en tout cas de manière extrêmement superficielle, où quand on y arrive, ça ne peut pas... c'est qu'on a forcément sacrifié quelque chose. Et c'est ultra puissant. Désolé, je suis rentré aux tunnels, je promis, j'arrête. Mais c'est ultra puissant d'avoir réussi à synthétiser en un personnage, disons, le regard du spectateur, du lecteur, les attentes du public vis-à-vis de l'œuvre, parce que voilà, l'œuvre joue avec nous, joue avec notre regard aussi, et du coup nous interpelle face à ce que l'œuvre est en train de nous dire. Qu'est-ce que je suis en train de lire ? On revient à cette phrase. Qu'est-ce que... mais encore une fois, que dire après ça, il a niqué. Non mais en fait, les autres personnages sont pas hyper, en tout cas dans la première série, on comprend très vite qui ils sont et on capte très vite justement après une phrase un peu quel type de personnage ça va être. Araragi, c'est un anti-héros, c'est un... En fait, par rapport à, est-ce que lui, on sait pas trop ce qu'il veut. Effectivement, il est toujours très pervers, alors que très vite il a une copine, il continue de faire des choses un peu bizarres avec des filles qui sont quand même un peu jeunes. Est-ce que c'est pas non plus, est-ce que c'est pas non plus quelque chose de aussi sur l'industrie? Est-ce qu'il n'y a pas sans revenir au fan service, tu vois, mais est-ce que c'est pas une image carrément. Des vices, des déviances? C'est une image des déviances, mais généralisée. C'est-à-dire que je pense que quand t'aimes vraiment le manga, t'acceptes un certain nombre de déviances que les codes du manga te donnent. Ça veut dire que les mecs qui viennent te juger de l'Olicon de base, parce que l'Olicon, faut en parler, c'est concret. Il y a quand même deux personnages qui ont moins de 10 ans visuellement et qu'ils tripotent plusieurs fois. On a une devant nous. Il faut en parler, c'est concret à ce niveau-là. Il y a du lolicon, ça veut pas dire que c'est pornographique pour autant, mais c'est très largement érotisé. À côté de ça, ces deux personnages enfantins
elle, c'est le seul personnage avec qui il peut vraiment communiquer au final. Il lui dit à un moment, en fait, je suis faux avec beaucoup de gens, même avec ma copine, je peux pas m'exprimer clairement avec toi, peut-être la seule, étonnamment, de parce qu'elle est en même temps, mais ça je ne le révèle pas, mais tu as quelque chose qui fait que je peux peut-être te révéler des choses. Et l'autre personnage de l'icône, c'est comme tu l'as dit, c'est l'ancien grand vampire qui maintenant est une enfant, et c'est son ombre. Donc une part de lui-même et le licon, tu vois, c'est un peu bizarre. Donc non, c'est une critique. Non, j'allais dire un truc bête du genre c'est bon, elle a de multiples années, de décennies et de siècles derrière elle, ce n'est plus une enfant. Mais voilà, c'est le. C'est d'habitude, hein, même Mayoi, hein, elle a pas l'âge qu'elle a l'air d'avoir. Voilà, non, c'est une excuse. Hein. Mais c'est souvent une excuse dans les animés et mangas. Il y a beaucoup de personnages qui ont. Nishio Ishin avait justement dans Medaka Box avait fait un personnage, la mère du héros. Oui. Elle a 40 ans, je crois, ou 35 ans. Visuellement, elle en fait 10. Bon. Comme voilà, la mère de Mouraï dans GTO, tu veux dire? Oui, non, la mère de Mouraï, elle fait quand même vraiment, elle a des seins. Tu vois, là c'est problématique, mais bref. Voilà, je vous ai parlé du prochain Fire Emblem sur Switch. Non, pardon. Vas-y, Amo. Et rapidement, pour conclure sur Araragi, je trouve que c'est un personnage qui, en fait, est intéressant parce que c'est un personnage dont tu connais très vite ses qualités et ses défauts. C'est-à-dire que là, c'est un personnage, qui est, mine de rien, qui pourrait être juste un avatar, comme dans beaucoup de séries harem, justement, où c'est juste un avatar sans trop de personnalité. Justement, Araragi s'en sort plutôt bien. C'est pour ça que c'est un personnage qui est extrêmement populaire, mine de rien. C'est vrai qu'on peut se centrer sur le personnage féminin, mais auprès du fandom, Araragi reste quand même très respecté et très aimé. Mais c'est aussi un personnage dont on peut s'identifier, qu'on comprend assez vite parce que on nous a exposé quasiment tous ses aspects les plus noirs, mais aussi les plus reluisants. Et ça, c'est assez unique pour être noté. En fait, on parlait aussi de l'exploration de la sexualité par le biais d'Araragi. Je trouve que dans les personnages féminins, en vrai, il y a pas mal de choses qui ressortent là-dessus et qui sont aussi, par exemple, dans le Kizumonogatari, il y a un personnage du coup où on voit quand même que c'est des personnages aussi qui ont des pensées qui se révèlent petit à petit, que c'est l'adolescence, etc. Et je trouve que c'est jamais blâmé, il n'y a pas une espèce de morale plombante qui vient planer au-dessus de tout ça, c'est juste c'est des choses qui sont en train d'éclore et c'est pas grave. Disons que... Pardon, Cédric, vas-y. Non, j'allais dire pour Araragi, un truc en revanche qui est pas commun à ce genre de personnage animé, c'est que c'est un personnage qui est extrêmement sincère et qui surtout veut pas blesser les gens. Et donc une grosse partie de l'humour de la série repose sur le fait qu'il se fait un peu bullied par toutes les nanas et que toutes les nanas lui en foutent dans la gueule. Mais des fois, si ça dépasse les bornes, même quand ça dépasse les bornes, souvent il se laisse faire. Et à un moment, par exemple, dans Nisemono, sa sœur l'appelle à l'aide et là, il rigole plus, il arrête ce qu'il est en train de faire, alors que ça faisait déjà 25 minutes qu'il se faisait bully gratos comme toute la série. Et là, à un moment, il dit bon, on arrête le jeu. En revanche, il y a vraiment des choses qui se mettent en action. Tu me refoutras des trucs dans la gueule après. Là, je vais faire des choses. Et peu de personnages de manga ont cette espèce de truc de. C'est un peu une espèce de Christ. Enfin, il prend tous les défauts des gens parce qu'il comprend qu'ils ont besoin de ça. Mais alors c'est intéressant justement ce que tu dis, qu'il est sincère, parce qu'en fait, tu parles de Nisemonogatari, c'est quoi? C'est l'histoire des imposteurs. Ouais. Et Nisemonogatari s'est posé la question, est-ce qu'un mensonge répété 10 fois a plus de valeur qu'une vérité énoncée une seule fois? Et aussi, dans quelle mesure est-ce que la vertu dans laquelle se part Araragi pour aider les gens est une hypocrisie, parce que est-ce qu'il se sert de sa vertu pour satisfaire ses vices derrière, tu vois? Et dans quelle mesure est-ce que ça te renvoie à ton imaginaire otaku de chevalier blanc qui va sauver la princesse pour obtenir ses faveurs derrière? Et au final, ça renvoie à ce que dit Mémé à Araragi au moment où il lui dit qu'il est ridicule à essayer d'aider tout le monde, parce que les seules personnes qui peuvent aider les demoiselles, c'est elles-mêmes. Il n'y a que elles qui peuvent s'aider elles-mêmes. Et voilà, pardon, Non, mais c'est simplement que dans les thèmes évoqués, il y a aussi beaucoup de symbolisme, de spiritualité, il y a beaucoup de choses comme ça. Et je vois que le temps passe, donc j'aimerais l'évoquer avant qu'on conclue. C'est bien. Mais c'est surtout par rapport à sa place, par rapport à d'autres œuvres aussi, parce que là, je vois qu'on a sur les Tokyo Babylon, des choses comme ça. En quoi vraiment, si tu as envie d'avoir un animé ou un manga qui va te parler de ces thèmes-là, pourquoi tu conseillerais de regarder celui-là plutôt qu'un autre? Disons que Monogatari c'est un peu le parachèvement de ce qu'on avait dit dans l'émission sur Clamp, c'est-à-dire que l'héritage de Clamp, c'est d'arrêter de penser en termes de segmentation de genre, de lectorat, et de penser en termes de registre littéraire, c'est-à-dire d'étudier la bande dessinée et l'animation comme des œuvres littéraires qui ont des choses à nous dire et qui reposent sur des registres. Et Monogatari joue de ça à fond, et tout le rapport à l'exorcisme et à, disons, à la catharsis et à l'émancipation de soi et aux démons comme symptôme d'un péril social, tu le retrouves dans Tokyo Babylon, tu le retrouves également dans Holic, on en parlait, enfin on va pas refaire l'émission sur Clamp, mais on le retrouve même dans, spoiler, LOL, Persona, voilà, je dis ça comme ça, non mais voilà, Persona 5 The Royal sur
Mais oui. Vas-y, Abo, excuse-moi. Non, en fait, sur la question de l'exorcisme, c'est intéressant parce qu'il n'y a pas que l'exorcisme, puisqu'en fait, dans la première saison, effectivement, Aragi aide par exemple Nadeko à retirer son esprit serpent. Mais en fait, elles vont tellement s'approprier leur esprit que dans la seconde saison, ces esprits vont évoluer. C'est-à-dire que Tsubasa Chat va devenir Tsubasa Tigre et Nadeko va passer de Nadeko serpent à Nadeko méduse. Et là, où en fait, en gros, la seconde partie, ça va être justement l'inverse. C'est les héroïnes qui, au lieu de devoir se séparer d'un esprit, vont apprendre à vivre complètement avec, à se les accaparer, à se les personnaliser en quelque sorte. Elles sont plus victimes de leurs mots. Ouais, c'est ça exactement. Elles deviennent encore plus puissantes. Donc c'est encore une différence qu'on a par rapport à une œuvre d'exorcisme plus classique, puisque là on a non seulement l'exorcisme, mais on a aussi les héroïnes qui apprennent à jouir de leur esprit, de leur malédiction. Très bien. Tu voulais dire quelque chose, Cédric ? Non, moi j'avais juste dit que j'avais commencé en parlant de Thomas Pynchon et je finirai moi sur ça. C'est que dans les deux cas, il y a énormément de références qui sont brassées chez ces auteurs, mais pas gratuitement. Le but c'est de noyer le spectateur dans un flot d'informations pour que son cerveau sature et qu'à un moment il ne voit plus que l'essentiel. Et je pense que pour prendre Bakemono et Nisemono et toutes les séries de la série des Gatari, faut s'en bouffer et à un moment en fait ton esprit va occulter ce qui est un peu superficiel pour aller vers le concret de chaque épisode. En deux mots pour conclure et qu'on ait un peu une idée aussi des thèmes évoqués, dans Bakemonogatari, quel est votre arc préféré et pourquoi ? Je pense que je vais pouvoir rejoindre Karel. Pour moi, Kizumonogatari, donc c'est les 3 films qui ont mis tant de temps à se faire produire. Ils atteignent un niveau en termes d'animation et de plaisir visuel, je pense, qui est assez incroyable. Et en plus, c'est l'épisode 0 en quelque sorte. Donc je pense que scénaristiquement, pour moi, ça se tente de commencer par les films si vous savez pas trop par où commencer. Moi, je sais que Bakemonogatari, je crois que j'ai essayé de regarder le premier épisode 4 fois. Enfin, j'ai essayé de commencer la série 4 fois avant qu'aujourd'hui soit une de mes séries favorites ever. Donc ça vaut le coup. Mais voilà, cherchez votre porte d'entrée. Je pense que ça se fait de commencer un peu chaotiquement. Ah bon ? Moi, de mon côté, ce sera les 2 arcs liés au personnage de Nadeko, donc l'arc Nadeko serpent dans Bakemono et Monogatari Series Second Season, on a Nadeko méduse. En gros, Nadeko, c'est un personnage, un archétype qui peut être très énervant au départ, puisque en fait, c'est la Kohai, c'est-à-dire la petite qui a un crush sur Aragi alors qu'elle a 3 ou 4 ans de moins, et en fait, elle se rend compte que ce qu'elle aime pas, c'est pas forcément Aragi, mais c'est l'idée d'aimer Aragi. Et en gros, déjà, sa malédiction dans la première saison va assez mal se passer, et elle va en gérer les conséquences dans la seconde saison, et en fait elle va complètement péter un câble et en gros s'affirmer comme vraiment une méchante, une antagoniste assez bien faite, puisqu'en fait derrière le personnage mignon et pur se cache vraiment une fille qui a des sentiments très néfastes envers la société, envers l'image qu'elle a d'elle-même, et qui veut vraiment changer à tout prix, sortir un petit peu du carcan auquel on l'impose. Et je trouve ça magnifiquement bien écrit et en plus le personnage de Nadeko est doublé par Kana Nazawa, qui est une excellente doubleuse. On n'a pas parlé des doubleurs dans Monogatari, mais c'est une des raisons, je pense, aussi du succès, c'est-à-dire qu'on a un casting 5 étoiles au niveau des doublages, que ce soit Hiroshi Kamiya pour Aragi, Miyuki Sawashiro, Shiwa Saito, etc. Que des grands noms. Oui, Yui Horie. Et pour compléter ce que tu viens de dire, effectivement, il y a tout un travail sur le serpent et sur le bondage et sur les liens qui nous serrent dans la société, et comment est-ce que tu te les appropries pour t'en émanciper. Très bien, merci. Je vous demande pas votre avis à tous les deux, parce que vous aurez l'occasion de le faire sur d'autres médiums. Tout à fait. Merci à tous, ça conclut notre grand débat, et ça veut dire que c'est mon moment préféré de l'émission. Commencer, c'est l'heure du quiz musical. Alors c'est ton préféré, mais tu gagnes pas toujours. Hein. Je ne gagne jamais, c'est pour ça que j'adore le faire subir aux autres. Lol. Le quiz musical cette semaine, enfin déjà vous vous rappelez les règles quand même, on a 2 équipes, une équipe rouge, une équipe bleue, je ne sais pas laquelle, ça va arriver très rapidement, ne vous inquiétez pas. 5 morceaux, 1 point par morceau, sauf si j'en décide autrement. Et si vous donnez une mauvaise réponse, la main passe à l'équipe adverse. Voilà. Donc, le thème du jour est les crabes dans les jeux vidéo. Pourquoi ? Simplement parce qu'en regardant Bakemonogatari, quelque part coincé entre Game of Thrones et Avengers, je me suis dit tiens, c'est quoi cette histoire de crabe qui fait perdre du poids aux gens ? Et j'ai eu un peu de mal à comprendre avant de comprendre ce qu'était la série, donc je voulais rendre hommage à ce crabe en justement en vous faisant deviner des crabes dans le jeu vidéo. Et donc je vais trouver ma liste et je vais vous demander de ne pas regarder mon écran ni de regarder votre chat, pas de problème, parce que les gens on cache le chat avec les feuilles, effectivement. Les gens sont très très forts sur le chat et ils devinent souvent mieux que nous, et on va pouvoir commencer avec le premier morceau. Alors, il y a un crabe dans le jeu. Ouais. Ou des crabes dans le jeu. Est-ce qu'on peut avoir plus fort le son ? Ouais. Est-ce qu'on peut avoir une année ? 2010-2011. C'est un jeu qui est très connu. J'ai pas mis la musique la plus connue du jeu. Il est vrai ça. Oui. Pas très bien.
Dragon Age. Pas loin. Bon bah du coup c'est en face. Skyrim. Bravo. Zut. C'était inespéré. Bon, mais c'est vrai qu'il y a des crabes. Mais oui, dans au bout de 5 minutes de jeu, on voit des crabes partout et on les tue pour pouvoir manger, pour pas pouvoir manger. Les hommes crabes. Les hommes crabes. Donc, Les hommes 1-0 pour l'équipe rouge. Pour le deuxième morceau, je vais vous demander le nom du jeu, mais le nom du niveau aussi, parce que ça va aller très très vite. Et c'est parti. Sonic. Et c'est le niveau 1. Lequel? Green Hill Zone. Green Hill Zone. Fallait pas leur dire, mais du coup, il avait pas la pardon. main. Parce que moi j'ai lu Génération Sonic. Ah oui, le saviez-vous, Génération Sonic, très bon livre de Benjamin Benoît, édité chez Sœur d'édition. Voilà, et donc il y a des crabes dans ce niveau. Tout à fait. Avec 2-0 pour l'équipe rouge. Terrible. Voilà, va Quelle falloir histoire. se refaire. Allez, Le troisième morceau, ça va être assez simple aussi, je pense. Donc soyez prêts. Celui qui criera le premier, le plus fort aura le point. C'est parti. Équipe bleue. C'est Half-Life 2. Half-Life 2, enfin c'est le logo Valve. Non, mais c'est Half-Life 2, ça c'est Hazardous Environment. C'est effectivement, il y a des crabes aussi dans Half-Life. Hein, Oui, saleté, oui. Voilà, donc ça fait 2-1. Attention, comme je n'ai pas marqué un seul point pour l'instant, je suis tout bouleversifié. J'ai fait exprès. Je te déteste. Le quatrième morceau, vu le jeu, je pense que tu le trouveras pas. C'est parti. C'est Bloodborne. Non. C'est bien tenté. Je l'ai. C'est pas loin. Ah, j'ai honte. C'est pas loin. Attends, pas loin de Bloodborne. Ah, je l'ai. C'est ma musique préférée du jeu en plus. C'est vrai, t'es allé jusque là dans le jeu? Ça peut C'est pour ça que je veux être dire. Witcher ou un truc comme ça. Attends. Non, mais Je peux proposer moi pour. je vous laisse 5 secondes. Attends, on n'a pas le droit à un indice. Moi je vais tenter quelque chose. J'ai dit c'est Je te l'ai donné l'indice, ça va. Dark Souls. Combien? 3. Ah, Mais non, mais attends, il a dit Dark Souls. Bon. Ouais, ça passe, non? Ok. On est un peu. On part avec un gros Dark malus sur le Souls jeu vidéo. 3, Abyss Watcher. Je pensais pas que t'allais jusque là dans le jeu. Car C'était le meilleur boss du jeu, c'est le seul moment de ma vie où je me suis amusé en jouant à Dark Souls. J'ai pas trouvé le thème du crabe, là, du gros crabe dans Dark Souls 3, donc du coup j'ai mis un autre thème. Le dernier morceau, c'est peut-être un morceau qui va nous permettre de remettre. Il y a 3-1, c'est ça? Ouais. Oui, bah c'est. Si vous, l'équipe qui trouve le nom de la saga, Ah, d'accord. de la série, gagne un point, normal. Si quelqu'un trouve le nom du jeu, il gagne le quiz. C'est parti. C'est ça la série Mario, non? Non. J'aurais dit équipe bleue, un Monkey Island, peut-être le premier. Non. Il y a un rapport avec le crabe. C'est joli. The Incredible Machine. C'est une série de jeux extrêmement connue. Pokémon, Ultra Soleil et Ultra Lune. Non, mais c'est Pokémon effectivement. Ok. Alors, Diamant Perle. Moi, c'est pas or et argent, genre Doubleville. Il va me falloir une réponse à gauche, une réponse à droite, définitive, et vous avez la main. Vous avez le droit à une. C'est ce que je vais donner un autre indice. C'est pas un jeu de la série principale. Ah bah je crois savoir. Vas-y. Je fais au choix, mais c'est vraiment le gros. Vas-y. Pokémon Pinball. Non, ah, putain. Pokémon Colosseum. Non, malheureusement, Pokémon c'était effectivement le souffle des ténèbres. Ah Et non. c'était- Oh là là. Et le nom du morceau est Krabby Club. Criminel. Excusez-moi, C'était dur. mais c'était fait exprès. Ah mais Je m'étais quand même du souvenu coup, de Pokémon reste- XD, c'est pas Ça mal. reste à 3-1, donc on a encore gagné. Ça J'aurais reste pu dire dans c'était ta pas gueule, Pinball. il a trouvé Pokémon, donc c'est 3-2, mais bon, toujours. Ouais. Dans ta gueule, Karel, quand même. T'es au courant que t'as réussi à me faire détester mon boss préféré de Dark Souls 3 maintenant. En tout cas, c'est la fin du quiz musical. On va t'attirer trop vite. Qui dit fin du quiz musical dit recommandation. C'est des taux, une Ouais. recommandation. Moi, je vous recommande Sarah Zanmai, qui est disponible cette saison sur Wakanim, qui est le nouvel animé de Ikuhara. Kuniko Ikuhara, pardon, comment j'ai pu oublier, c'est mon réalisateur préféré, je pense. Donc c'est celui qui a fait Utena, celui qui a fait Mawaru Penguin Drum et un peu plus récemment Yurikuma Arashi. Et voilà, c'est un réalisateur barré. Je pense que quand on aime Bakemonogatari, ça peut être des choses qu'on aime bien, puisque c'est effectivement, ça dissout un propos dans beaucoup d'informations un peu absurdes et pop culturelles. Et est-ce que tu peux nous le pitcher s'il te plaît? C'est pas si dur. Je suis pas très pro pitch, surtout sur Ikuhara, parce que pour moi, ce qui est intéressant, c'est de lancer l'épisode. Enfin, moi, on me l'a pitché et je regrette. J'adore découvrir from scratch. Donc, j'ai envie de dire, lancez l'épisode 1, vous serez pas déçus. Ça parle de kappa et de secret en gros. Voilà, Tu t'en sors exactement. bien.
Très bien, merci. Je regarde sur le chat si les gens avaient trouvé le Krabi Club, mais ce n'est pas le cas. C'est allé trop loin. Amo. Alors moi de mon côté, je vous ai fait un laïus sur le fanservice tout à l'heure, donc je vais aller jusqu'au bout de mon idée. Je vais vous conseiller un manga qui débute sa publication la semaine prochaine, c'est My Ball, un manga de football féminin publié dans le Young Animal, donc qui est le même magazine que Berserk. Mais c'est pas du tout aussi violent que Berserk. En gros, on va suivre une équipe de football féminin lycéen. Il y a des matchs qui sont assez malades niveau mise en scène, niveau stratégie, niveau idée. C'est assez rare de voir du football féminin aussi bien utilisé dans un manga. Faudra attendre peut-être la sortie de de Sayonara Kramer par l'autrice de Your Lie in April pour avoir un manga plus sérieux, parce qu'en fait My Ball, il y a Sayonara Football qui est un one shot en 2 tomes, mais c'est pas la même série. Mais en gros pour My Ball, donc les matchs sont assez ouf, les personnages de l'équipe sont vraiment très attachantes, et après effectivement il y a juste en guise de prévention, il y a beaucoup de scènes de nudité dans les douches, parce qu'en fait ça reste quand même pour un public masculin. Donc si vous avez faire fi de ça, moi j'en fais non seulement j'en fais pas fi, mais en plus j'adore ça, donc moi ça va. Mais c'est juste voilà le petit avertissement. Mais à part ça, c'est un shonen donc c'est terminé en 16 tomes au Japon, qui donc a commencé sa publication en France cette semaine, et qui m'a fait passer un excellent moment en termes de football et de personnages bien amenés. Tu souhaitais réagir? J'ai un deuxième avertissement, il y a un homonyme My Ball qui a un hentai avec très important. un homme dont le démon est enfermé dans ses testicules. Donc faites attention quand vous faites une recherche, c'est My Ball MAI. D'accord, très bien. C'est comme c'est comme Maïmé, mais il faut remplacer le Hime par Ball. Très bien, Karel. Alors moi mes recommandations, j'en ai 2. Tout d'abord, si vous voulez approfondir la thématique du vampire, je vous recommande Vampire Hunter D de Yoshiaki Kawajiri, la version de 2001 donc. Et là Cédric, petite prétérition, je sais qu'il va me couper la parole pour faire une recommandation pour court-circuiter. Non, pas du tout. Si. Bon, il faut que je le fasse. Bah oui, mais Monsieur Bobine a fait une très bonne vidéo dessus. Voilà, écrite par Jeros, dont je vous recommande aussi la chaîne du coup au passage, comme ça tout le monde est content. Excellent film, extraordinaire sur notamment qu'est-ce qu'on fait de nos vampires aujourd'hui. Et ma deuxième recommandation, ce sera un petit jeu qui est sorti sur Switch, alors qui est sur le point de sortir, que j'ai eu l'occasion de faire sur PC, qui s'appelle Valhalla. Cyberpunk Bartender Action. C'est un petit visual novel où on sert des cocktails et on soutient des informations aux gens. C'est très intéressant, en fait on suit une révolution de l'autre côté du bar et on discute avec les gens, c'est vraiment super intéressant. Il y a plein de trucs cachés, je pense qu'avec l'écran tactile sur Switch en plus il y a moyen de rendre le jeu moins rébarbatif, qu'avec la souris il fallait drag and drop tout ce qu'il fallait faire. Donc voilà, à mon avis ça devrait pas coûter plus de 15 €, 15-20 €, et puis c'est un très bon parti, voilà, un très bon jeu. Une vidéo de Monsieur Bobine où il n'en a pas sorti cette semaine? Mais bien sûr que si, il en a sorti une sur le labyrinthe de Pan. Sur le labyrinthe de Pan, donc bien sûr je recommande Monsieur Bobine, la meilleure chaîne cinéma YouTube français, vous le savez maintenant. Et donc c'est en plus Labyrinthe de Pan, c'est Guillermo del Toro, c'est un de mes réas préférés, c'est un film que j'adore et comme d'habitude c'est très 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 bien. Et sinon j'ai pas d'autre grand chose à recommander. N'écoutez pas Professeur Isekai quand il dit Sarazanma est mieux que Dororo, vous le savez qu'il a souvent des goûts de merde, et comme le dit Karel, mange t'es mort. Mais Professeur pourquoi Isekai. tu parles de ça alors que Sarazanma n'est pas fini? Tu peux pas le dire du coup? Si, mais Dororo non plus n'est pas fini. Et bah voilà, donc on peut pas le dire. Non mais il a quand même tort tout le temps. Et en revanche à la fin de ta recommandation, parce que je rappelle qu'il faut remercier, je lâche un énorme cœur à Mizogi qui nous a aidé à préparer cette émission. Expert en light novel. Je lui fais un énorme bisou. Très bien, merci. Ah ouais, non, en revanche écoutez-le pour quand il fait ses éditos. Professeur Isekai il est très bien quand il fait ses éditos, pas quand il dit ses goûts. Très bien. Moi je vais rien recommander du tout parce que j'ai pas envie de le faire aujourd'hui. Je peux faire une recommandation supplémentaire alors? Non, tu ne peux. Il y a les quiz Game of Gaiden au Kawa Café demain, venez, c'est cool. Et l'Otaku Fest toujours au Kawa Café le mercredi suivant pour des jeux animés manga. Tout à fait. Et le vernissage. Non, attendez, comme le veut l'expression sacrée. C'est la fin des shows. Merci à tous nos invités de qualité. Où peut-on les retrouver? On a cassé notre triptyque Kawaii Café. Bon, déjà, venez boire au Kawaii Café parce que c'est cool. Et le 16 mai, je fais un vernissage, donc une petite expo, et je vendrai des recueils d'illustrations. Donc je serai contente de vous y voir. Comme j'ai commencé mon tour, je continue. J'ai ouvert un Patreon, donc si jamais vous aimez bien ce que je fais et que vous voulez me donner un peu de sous, ça pourrait m'aider. D'autant plus qu'à partir de septembre, je passe un an au Japon, au moins à Tokyo au début. Si vous avez des conseils, des logements, des travails, c'est le moment. Des travail, ça m'intéresse fort. Voilà. D'accord, très bien. Un Twitter. @Cdeto, Instagram Cdeto. Souvent c'est Cdeto, Patreon c'est Cdeto aussi. SEDETO. Comme ça, on n'est pas perdu. Voilà. C'est très bien. Amo. Moi de mon côté, vous pouvez me retrouver sur Twitter @piskesamo, donc comme le poisson mais en grec, parce que j'avais un petit passé Senseiya. Vous pourrez m'y entendre parler. 50% d'animés en cours, 50% RT de différents fanarts de
Symphogear, une des meilleures séries jamais faites, mais ça c'est très personnel comme opinion. Sinon, énormément de podcasts, comme j'ai dit tout à l'heure, LOL Japon, Kaorin, Batoru. J'aime vraiment vous conseiller Batoru, qui est notre podcast à l'heure actuelle où on fait des classements de différentes œuvres japonaises. La première saison, on avait classé 100 films d'animation japonaise, dont le premier Kizumonogatari. Son classement vous fera rire. Et la seconde saison est toujours en cours. On est en train de classer comme objectif 50 séries d'animation des années 2000. On parlera sans doute de Bakemonogatari d'ici peu, mais jusqu'ici on a parlé de Gurren Lagann, de Mahime, de Spice and Wolf et même de trucs un petit peu plus obscurs comme Simoon ou Gungrave. Très bien, merci beaucoup. J'en profite parce qu'il y a quelqu'un sur le chat qui dit très cool le style de Cédéto, et je veux dire que j'ai acheté mon t-shirt chez un vendeur qui s'appelle Bibi Sama et qui crédite très bien ses artistes. Donc voilà, un peu de pub. Allez-y, foncez. C'est donc la fin de notre numéro 94. Merci à vous tous pour vos critiques, pour vos news, pour le débat. Merci pour l'édito. La semaine prochaine, on se retrouve pour... les 40 ans d'Alien. Oh. Très très bien. Gros programme. Tu reprends ton siège. Oui. Très bien. Oui. Ah non, mais Is No Good, pas 2 semaines de suite quand même. On verra. Dans 2 semaines, tu ne seras pas là. Aïe, mon Dieu. Rendez-vous dans 2 semaines. Oui, mais je serai à Annecy. Allez, non, dans 2 semaines. Non, pas dans 2 semaines. Austin, je pense. Je serai Austin Merci d'abord à et à tous. Annecy. Au revoir. À la semaine prochaine. Salut. Bisous. Jeux vidéo, BD, manga, séries et cinéma de genre. L'actu Pop & Geek, c'est dans Hyperlink, votre cocktail de bulles et de pixels, avec Karel et son équipe, tous les dimanches à 16h, en direct sur VL.